Vous écoutez une émission de choc.ca. Bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous? Bienvenue à Testimonium en direct, ou les témoignages en confinement de Lars Morienzi. J'espère qu'on va avoir du bon temps ce soir, malgré la dureté de l'histoire qu'on va entendre ce soir, bien entendu. J'espère que vous allez passer, malgré tout, une belle soirée. Permettez-moi de me présenter. Votre hôte ce soir, Simon Predge, à votre santé. Notre invité ce soir s'appelle Danick Filion. Danick va nous raconter le drame tragique qui a marqué sa famille et comment ils se sont reconstruits par la suite. Mais d'abord, quelques points avant de commencer. Je sais qu'on a besoin de positif en ce moment. On a besoin de se changer les idées en confinement. Certains ont les idées noires, certains sont juste en train de s'ennuyer, ont besoin de se changer les idées. Je comprends ça. Je me suis moi-même demandé si c'était une bonne idée de rajouter du drame et du désespoir durant la pandémie. Mais la vie, elle, j'ai réalisé qu'elle continue. Hein? La vie continue et les drames et les malheurs qu'on vivait avant la pandémie, eux, ne s'effacent pas du jour au lendemain. Euh, Certains d'entre nous vivent des choses moins agréables que d'autres et ces choses-là sont encore là. Et d'arrêter d'en parler parce qu'on vit quelque chose de plus grand que nature, je pense pas que ce soit une bonne idée pour autant. Ça reste mon opinion. Certains, présentement, peuvent être pris en confinement dans une relation de couple qui bat de l'aile. Et certaines de ces situations, malheureusement, peuvent se transformer en tragédie, peuvent vite mal tourner. Euh, mais on est capable de les éviter, ces événements-là. On est capable ensemble d'éviter le pire. C'est pas parce qu'on est en confinement que la sensibilisation, elle, doit cesser. Le drame, lui, il perdure. Et donc, qui de mieux pour le faire que quelqu'un qui est passé par là avant nous? Euh, Parce que ce qui nous intéresse ce soir, c'est pas d'entendre les détails sordides d'une tentative de meurtre ou quoi que ce soit. C'est pas ça. On n'est pas dans le sensationnalisme, vous me connaissez. Mais c'est d'entendre une histoire de résilience, une histoire de force, une histoire de reconstruction. À travers cette histoire-là, peut-être, si Dieu le veut, si, si vous vous sentez interpellé, peut-être que ça pourra en informer plus d'un, mais surtout compléter, je pense, quelque chose que vous savez déjà. Avec un peu de chance, on pourra peut-être éviter une situation, parce que des fois, on ne réalise pas l'ampleur de la situation dans laquelle on est. Puis à un moment donné, ça nous retombe d'en face, tout nous pète au visage, puis il est trop tard. Des fois, il faut réaliser les choses avant qu'elles arrivent. Et avec un peu de chance, sans prétention, bien humblement, peut-être que cette rencontre aujourd'hui va permettre ça. On l'espère. Puis sinon, ben, c'est pas grave. J'espère que vous allez avoir du plaisir quand même à travers notre histoire. Je suis content de recevoir Danick ce soir. C'est un être très intéressant, une belle rencontre et j'ai très hâte de partager ça avec vous. Par contre, c'est pas. Comment dire? Toutes ces belles paroles-là rendent pas l'histoire plus facile à entendre. Et donc, je sais que si vous êtes là, probablement que vous êtes très fan de l'émission, puis j'apprécie que vous soyez présent. Toutefois, il faut penser à vous d'abord. C'est important. Si vous ne filez pas ce soir, si vous avez le cœur sensible, si vous êtes fragile dû au confinement ou à la solitude, si vous vous sentez trop fragile pour ce que vous allez entendre aujourd'hui, ben, je vous invite à remettre ça plus tard. Il ne faut pas vous en faire. Ça va être disponible dès demain sur toutes les plateformes et en vidéo. Donc, vous aurez l'opportunité de le revoir si vous le manquez ce soir. Sachez que c'est quand même une histoire dramatique dont on va discuter ce soir. Et je n'ai pas envie de briser qui que ce soit de fragile. Donc, si le chapeau te fait, je t'invite cordialement
à aller regarder des affaires plus divertissantes, plus amusantes, plus souriantes pour t'aider là-dedans. Puis quand tu t'en sentiras prêt, reviens nous voir. On n'est pas sorteux. Ça va être disponible pour toi. D'accord? Donc, d'autres petites. On n'est pas à l'abri des problèmes techniques. Hein? C'est du web. Ça tient un peu broche à foin. Tout est à peu près. Pour l'instant, ça fonctionne. On touche du bois. Mais s'il y a un bug, je vais essayer d'être assez attentif pour le capter assez rapidement. Ne vous inquiétez pas. On va revenir et on va reprendre où on est rendu. Hein? Donc, ne paniquez pas. Et j'ai-tu d'autres choses à dire? Oui. Merci. Chers auditeurs, vous êtes nombreux à m'écrire et vos messages sont tous plus touchants les uns que les autres. Merci pour vos bons mots, pour votre support, vos encouragements. Vous êtes les meilleurs. Je me sens privilégié. Merci beaucoup, chers auditeurs. Sur ce, l'heure est venue d'accueillir notre invité, Danick Filion. Donc, on va l'activer. T'en viens-tu? Ça en vient. On va lui donner le temps de se connecter. Bonsoir, Danick. Salut Simon, ça va? Ça va bien, toi? Yes. Bien, d'abord, merci beaucoup de te joindre à nous ce soir. Tu le sais, mais je le répète, c'est plus qu'apprécié. J'espère que tu es en forme pour nous raconter ton histoire. Comment ça se passe d'ailleurs, ton confinement? Tu es avec la famille présentement? Oui, je suis en forme. Je suis, comme je le mentionnais tantôt, moi, je suis en confinement depuis 3 semaines maintenant. J'ai 2 enfants, 3 et 6 ans. C'est intéressant. Tu me les as présentés tout à l'heure. Ouais. J'espère que tu es courageux. Oui, très courageux. Puis, Ils sont adorables, par contre. oui, c'est certain. Ma conjointe, elle travaille dans les services essentiels. Donc, Okay. elle doit travailler le jour, ce qui fait en sorte que moi, je suis seul avec mes enfants. Essayer de travailler en même temps aussi, pas essayer de travailler aussi, puis terminer ma maîtrise, pas maîtrise, ma session que je vais finir dans les prochains jours. Tout ça en même temps, là, c'est... Ça fait beaucoup. Ouais, c'est intéressant. Bon. Ben, en plus de tout ça, ben, tu te joins à nous pour nous parler de toi ce soir. Fait que, je le répète, j'apprécie beaucoup puis je suis convaincu que tous nos auditeurs apprécient aussi. Merci énormément pour ton temps ce soir, Danick. Donc, on pourrait commencer par te présenter. Est-ce que tu peux nous parler de toi un peu? Donc, Danick Filion, parle-nous de toi. T'es qui, en fait? J'ai 33 ans. Je suis avec la même conjointe que je mentionnais depuis les 12 dernières années. Peut-être que je me trompe dans la date. J'ai mentionné, j'ai 2 filles, 3 et 6 ans. Mon histoire, dans le fond, j'ai grandi longtemps. J'ai passé 20 ans dans le même quartier, à Hall. Maintenant à Gatineau, dans le projet Lambert. Si jamais les gens connaissent ce quartier-là, connaissent sa réputation. Maintenant, j'habite à l'Ange Gardien. C'est en bordure de Gatineau. Dans le fond, c'est un peu la campagne avant d'aller à côté de Gatineau. Comme travail, je suis gestionnaire au gouvernement fédéral. OK. Puis j'ai terminé en 2015 un bac en administration des affaires à l'UQO. Puis, comme je mentionnais tantôt, là, je termine une maîtrise en administration publique au courant de l'année. Je suis rendu dans mes derniers crédits. All right, ça se passe bien? J'ai hâte que ça achève. Ça fait quand même, vu que j'ai fait mon bac, ma maîtrise à temps partiel, j'ai été presque 11 ans en ligne à l'université. Quand même. Oui, si on fait preuve de résilience, là, ça, c'en est une preuve. Ouais. T'es déjà, je peux te confirmer que tu es plus fort que moi. Puis sinon, comme vous pouvez le voir en arrière, j'aime beaucoup la musique, le métal, le death metal. Je game aussi depuis toujours. Plus autant qu'avant parce que j'ai des enfants de travail, tout ça, mais quand il y a des gros jeux, là, je suis quand même. Je les joue, c'est certain.
Je ne sais pas si ça paraît, mais je m'entraîne aussi depuis 2 ans. Je suis convaincu qu'on peut rentrer 2 Simon dans un Danick. Non. Je m'entraîne. J'aime beaucoup le sport, le hockey. J'aime beaucoup les podcasts. J'ai les podcasts. Je tripe podcasts depuis plusieurs années. C'est comme ça que j'ai connu ton podcast aussi. C'est pour ça Ben aussi. d'ailleurs, je pense qu'on peut le dire parce que moi, je n'ai pas de secret. Des fois, il y en a qui se demandent où je trouve mes invités pour les testimoniums. Ben, on peut le dire. Dans ce cas-ci, c'est toi qui m'as approché. Oui, c'est moi. Ouais, Tu m'as offert ton histoire, puis ça fait quand même longtemps. Ça fait 1 an et demi, je crois. Oui, on a eu des embûches qu'on n'a pas pu le faire en studio la première fois. Ben, en fait, je devais venir à Gatineau. J'ai eu des imprévus. Ensuite, tu as accepté de descendre à Montréal. Il y a eu d'autres imprévus. Puis là, encore des imprévus. C'est pas grave, nous voilà enfin. Je suis content de te rencontrer, mon chum. Ben, moi, je suis très content. Puis aussi, c'est ta démarche. Tu ne fais pas dans le sensationnalisme aussi. Tellement professionnel. Comme je dis, la transparence que tu as dans ton podcast, même dans la culture du podcast, je peux dire, là, je privilégie tellement ça au dépend des gros médias d'aujourd'hui. Mais je ne l'aurais pas fait avec quelqu'un d'autre que toi, ton podcast. Puis, je suis bien flatté, mon chum. Je suis très flatté. C'est très gentil. Puis je prends une gorgée. Bon, on le voit pas, là. Bon, il est là. Je prends une gorgée en ton nom, mon ami. Je ne savais pas si j'avais le droit d'avoir de la bière, là, mais j'ai de l'eau. Regarde, avec ce que tu as vécu, là, fais donc ce que tu veux. Là. Sinon, moi, je te le permets. Bon, ben sinon, pour terminer, c'est ça, podcast, ça va aussi avec l'humour. Je suis un gros fan d'humour depuis tout jeune. J'adore l'humour québécois, surtout. Un peu à l'américaine aussi, mais surtout québécois. Ben, on s'y reconnaît. Hein? Oui, c'est ça aussi. Puis aussi, faut que je l'avoue, puis ça, j'ai sans gêne, mais je suis un gros fan de The Office. Je pense que... bon, c'est ça que j'écoutais. Au travail, j'écoutais. on est tanné de m'entendre, de faire des références. C'est bien correct. C'est ce que j'écoutais avant qu'on rentre en onde, mon ami. Bon. Et aussi, qu'est-ce qui est intéressant aussi, ça, je voulais le mentionner, parce que depuis 1 an, je prends des cours de lutte. Ah oui? Avec la GPW à Gatineau, Okay. C'est des amis. Au début, je les aidais comme bénévoles. Mais je sais pas, j'ai embarqué là-dedans, puis j'aime tellement ça. Puis depuis le confinement, ça me manque d'aller faire les cours. Ah, c'est sûr. J'adore cette culture-là, je peux dire, là, mais c'est... J'adore la lutte, surtout avec la gang de chums que j'ai avec ça. Là. C'est ça. Fait que ça fait 1 an que je fais ça, puis je suis vraiment content. C'est cool. Ben, ça doit être libérateur quand même. Là. Je veux dire, c'est une belle façon de vider. Hey, parfait. C'est une belle façon de vider son énergie, hein? De sortir le méchant, j'imagine. Mais je te dirais, ce qui m'a surpris le plus là-dedans, c'est vraiment la gang alentour. C'est surtout ça que j'apprécie. Tous des chums. Il n'y a pas personne qui se prend pour un autre. C'est un spectacle. C'est des spectacles familiaux aussi que la GPW fait. Mais c'est ça. C'est voir les enfants s'émerveiller devant les lutteurs. Je ne connaissais pas ça, vraiment. Puis, je trouve vraiment. C'est cool. Ouais. Tant mieux. Ben, je te souhaite du gros succès. Puis j'espère qu'à un moment donné, ça va te mener en tournée jusqu'à Montréal. Puis qu'on aura la chance de se voir dans un gros match. Oui, c'est ça. En tout cas, tu as la gueule de l'emploi. Je ne sais pas si tu vas être en tout cas, moi, je n'irai pas me battre avec toi dans le ring. Je vais filmer à côté, puis je crierai des bêtises et des insultes. Là. All right. Ben, regarde, si ça te tente, j'aimerais ça qu'on se lance tranquillement. Si tu le veux bien, on pourrait reculer un peu, hein? Beaucoup même. Je retournerai dans ta jeunesse. Hein? J'aimerais ça savoir, question de présenter ta petite famille, comment c'était grandir avec tes parents et tes frères et sœurs? Ouais. Mais avant d'aller là, j'aimerais ça juste mentionner, juste par respect de tout le monde, c'est que avant de faire le podcast, le testimonium, j'ai parlé avec ma famille, j'ai parlé avec ma mère, mon frère, ma soeur.
sont tous d'accord. Si un n'aurait pas été d'accord, je ne l'aurais pas fait. Donc, leur appui était essentiel dans mon intention de parler avec toi. Puis aussi, c'est ma version de l'histoire aussi. Je pense que autant ma mère, mon frère que ma soeur ont leur propre version. Donc, moi, ce que je vous apporte, c'est ma version à moi. Mais encore là, en toute transparence, là, parce que juste avec le support que j'ai de ma mère, mon frère, ma soeur dans la démarche, je suis prêt à répondre à toutes les questions puis à vraiment être transparent dans mes commentaires. Donc, grandir avec c'est cool de te savoir épauler, par exemple, puis de savoir que c'est fait dans le respect de ton côté. Oui, puis encore là, c'est comme tu l'as mentionné en introduction, c'est pas du sensationnalisme. C'est vraiment le côté humain, l'aspect humain qui est important. Le après qui est plus important que le avant aussi. Ouais. Ben oui, parce que mentionné, peu importe le tunnel, il y a toujours de la lumière au bout. C'est ça qui compte. Moi, je suis l'aîné. J'ai une sœur plus jeune que moi, puis j'ai mon frère. Ça, j'ai grandi. Mon père, lui, comme c'était un travailleur de construction, un vitrier, si ça peut aider. Puis ma mère est restée, jusqu'à temps que je sois adolescent, était restée à la maison. Dans le temps qu'on pouvait vivre sur un salaire. Ma mère était restée à la maison, puis quand on est devenu plus vieux, elle est retournée aux études pour devenir infirmière. Donc, juste dans le fond, ses dernières occupations professionnelles, était infirmière. Okay. Notre famille, c'était une famille de classe moyenne. Comme très typiquement, je veux dire, québécois. Là. Mon père travaillait sa construction. Nous, on faisait des sports. J'ai fait des arts martiaux. J'ai joué au hockey. Mon frère aussi. Donc, les fins de semaine, à chaque fin de semaine, on allait au camping. Ça a été ça longtemps, notre vie. Puis, c'était relativement tranquille. Mais tranquille, il faut le mettre en guillemets encore. La raison pour que j'ai grandi dans le projet Lambert. C'est pas, je ne sais pas s'il y a un comparable là, à Montréal, peut-être Hochelag dans le temps. Ou, donc, un coin plus rock'n'roll. C'était un coin, c'est ça, c'était un coin plus rough. Là. Okay. C'est là-dedans qu'on a grandi. Fait que c'était comme ça avec mes parents. J'ai pas. Le plus loin que je me souvienne, là, c'était. C'est un déroulement de famille normal. C'est vraiment. Ma mère était très présente. Elle a toujours été présente. Quand on regarde les photos, c'est elle qui venait au baseball. Elle ne connaissait rien au baseball, mais elle était dans l'enclos avec les joueurs quand j'étais plus jeune. Elle venait mettre des patins à l'aréna les fins de semaine. Parce que je pense que tu es bien fan de baseball. Ton père jouait au baseball aussi, je pense. Ouais, mon père a toujours été un grand sportif, joueur de balle molle, le hockey-ball, toutes sortes de. Surtout un peu de golf, mais beaucoup le hockey et le baseball. C'était pas. Ouais, c'était ça que je me souviens. Puis j'ai baigné là-dedans aussi dans le sport. Puis j'en pratique moi aujourd'hui, mais c'est toujours. Le sport a toujours été important dans la famille. Ben, moi, je voulais savoir, à partir de quel âge tu as remarqué que ça commençait à s'effriter la relation entre tes parents? Je dirais, ma mère nous a beaucoup protégés. Je vais le mentionner en partant. Mon père, il avait un problème de consommation. Il avait un problème c'est toxicomane, un problème de cocaïne. Je ne connais pas l'ampleur, toutes les différentes formes, là, mais en réalité, ce qu'on peut mettre à la base, c'est un problème de cocaïne. Puis, ça arrivait quand on était plus jeune, quand il partait, si on peut dire, c'est une dérape. Il pouvait partir 3-4 jours sans le voir. Puis, il revenait, par exemple, s'il revenait, il partait un jeudi pour revenir le dimanche, mais il n'était pas en top shape, on s'entend. Mais ma mère nous a beaucoup protégés tout au long de notre jeunesse. C'est vraiment qu'au début de l'adolescence, là, à 12-13 ans, que j'ai commencé à comprendre vraiment ce qui se passait avec mon père parce que me faire dire ton père il travaille en dehors de la ville la fin de semaine, ça passait plus après un certain âge, là, où il était parti en tournoi de hockey, ça passait plus.
C'est vraiment à l'entour de 12-13 ans que j'ai commencé à comprendre puis à réaliser là, les conséquences puis l'impact là-dessus. Puis c'est comme ça que j'ai grandi pendant plusieurs années. C'était vraiment mon père qui travaillait fort, qui travaillait beaucoup, puis on dealait avec ses problèmes de consommation là, Mais est-ce que ça affectait beaucoup ben, ça affectait-tu tout le monde à la maison? Est-ce que toi, tu le voyais? C'était quoi l'impact sous votre toit? Ah, ben c'est sûr qu'on le voyait. Moi, étant comme grand frère, même chose, je protégeais mon frère et ma soeur pour pas trop qu'ils s'en rendent compte. Mais c'est sûr, on s'entendait les vendredis, quand on était à la maison, on se disait « Hey, va-tu revenir à la maison? On va-tu voir son auto stationné dans l'entrée ou il ne sera pas là pendant 4 jours? » Puis quand c'est de le dealer aussi avec le retour de 4 jours, ça, c'était jamais, jamais agréable. C'était aussi, s'il essayait de revenir à la maison, ma mère, il barrait à la porte, puis avec son caractère violent, voulait rentrer. Il y avait différentes interventions policières. C'était arrivé fréquemment. On était témoins de ça. Ah oui, il y a eu des problèmes avec la justice à cause de ça? Oui, comme je dis, c'était quelqu'un qui était prompt à la violence, si on peut dire, autant dans le sport que dans la vie. Mais moi, il y a eu plusieurs interventions policières. Depuis que tout jeune, je me rappelle qu'il y en a eu. Que ma mère me demande d'appeler la police si jamais j'entends que ça brasse trop, des choses comme ça. Puis c'était quelqu'un qui n'aimait pas la police en partant. Donc, les voir, je pense que ça l'allumait des petites lumières dans sa tête. Puis aussi le fait qu'il était dans un deuxième état, dans un état second. Quand tu passes 3-4 jours sans dormir et à consommer, tu es sûrement plus irritable. Ça m'est jamais arrivé, mais... Non, mais c'est quand même logique, là, ouais. Quand le manque frappe, là, ouais. Oui, c'est ça. Mais là, tu me dis tempérament violent. Est-ce que c'était juste dans son comportement? Est-ce qu'il a déjà été violent avec toi, frère et sœur, ou avec ta mère? Ou c'était plus dans son agissement, il était agressif, il criait? Je dirais, mon père, il était assez imposant. C'était quelqu'un d'intimidant. Il n'a jamais été violent physiquement envers moi, mon frère ou ma soeur. Jamais de la vie. Je ne serais pas prêt à dire le contraire pour ma mère, par contre. OK. Non, vraiment pas. Je ne veux pas parler pour elle. Non, mais j'ai été témoin. mieux comprendre un peu. Là. Par la suite, ma mère elle nous a souvent raconté des histoires où, effectivement, il était violent. Il était violent avec elle. Puis c'est surtout... c'était rarement quand il était abstinent. C'était tout le temps relié à des problèmes de consommation. Quand il était dans cet état-là, qui était violent. Okay. Parce que lorsqu'il était à jeun et tout allait bien à la maison, il n'y avait pas besoin d'être violent. Il n'y avait même pas besoin d'élever le ton. Parce qu'on avait peur. Mais non, c'est ça. C'était ça. Puis même dans les sports, quand j'ai commencé à être plus vieux, à jouer au hockey dans les mêmes ligues, puis jouer avec des plus vieux, puis ils voyaient mon nom dans le dos, Filion. Ils disaient, t'es-tu le gars d'André? Là, je disais, ouais. Et il savait c'était qui. Il savait que j'avais comme un aura autour de moi qu'il ne fallait pas me toucher parce que sinon, Dédé s'en venait. Là, c'était ça, sa réputation. Donc, mais non, comme dit, de notre côté, physiquement, il nous a jamais fait mal. Okay. Puis, est-ce que tu te souviens à partir de... Ben, en fait, j'imagine que ta mère a juste pris la décision elle-même, puis à un moment donné, il y a eu une séparation. Comment est-ce que vous l'avez annoncé? Comment ça s'est passé, ça? Bien, mes parents ont été... Ma mère, elle m'a eu, elle avait 19 ans. Mes parents, ils ont été ensemble depuis qu'il avait 15 ou 16 ans, je ne me trompe pas. Quand même. Jusqu'à temps que le drame arrive, à 43 ans. Donc, ils ont été presque 25 ans ensemble. Il y a eu beaucoup de périodes de séparation, dans le sens que ma mère mettait mon père à la porte à raison de ses problèmes de consommation. Mon père allait faire une thérapie
partait quelques semaines, quelques mois, revenait, était abstinent. Donc, là, après ça, les choses allaient bien. Donc, les séparations étaient toujours en lien avec ces rechutes. OK. Ces rechutes qui étaient fréquentes. Je ne sais pas. Je sais pas. Je pense que le plus longtemps qu'il était abstinent, parce que j'ai su plus tard que mon père il a toujours eu des problèmes de consommation. Ça, je ne le savais pas. Parce que j'ai jamais vraiment pris une bière avec mon père. J'ai jamais jasé de ça avec mon père, mais j'ai appris plus tard que très jeune, 16, 17, 18 ans, il y a eu des problèmes de drogue. Mais je sais que sa plus longue période d'abstinence, ça a peut-être été 2 ans, 2 ans et demi, OK. Que ma mère me dit. Encore là, elle a peut-être des doutes. Après ça, il y a eu plusieurs périodes où il était abstinent des mois, plusieurs mois, plusieurs mois. Puis vers la fin de vie, c'était plusieurs semaines. S'il allait en thérapie, il sortait, ça allait bien. Même si c'est arrivé une fois qu'il est sorti de thérapie, je pense, un vendredi, puis le samedi, il avait consommé. Okay. Au courant de sa vie, il a fait plus de 10 thérapies. C'est pas parce qu'il n'a pas essayé de s'en sortir. Mais c'est difficile. Ouais. On le dira jamais assez. J'ai connu des gens qui ont des anciens toxicomanes, des anciens alcooliques dans ma vie. Puis c'est pas facile. C'est pas quelque chose dont je peux témoigner moi-même, là, mais c'est du cas par cas, à chacun sa manière, à chacun son processus, mais c'est facile pour personne. Je suis convaincu que dans ces bonnes journées, ton père était rempli de bonne volonté, mais Oui, pas facile. Quand il était abstinent, c'était mes plus beaux moments à vie avec mes parents, c'était quand il était abstinent. Comme je disais, les fins de semaine au chalet, travailler sur le deck, faire du bateau, jouer au hockey ensemble, on l'a fait souvent, mais c'était toutes des périodes où il était abstinent. Ça, c'est les meilleurs souvenirs. Puis je pense mon frère, ma soeur ou tout le monde qui le connaît pourrait parler et dire la même chose, que lorsqu'il était abstinent, c'était une excellente personne. Mais vers la fin de vie, ces périodes d'abstinence étaient de plus en plus courtes. Je pense qu'avant qu'il décède, je pensais à des questions de jours. Là. Il était abstinent des jours seulement. En rétrospective, pour avoir connu un petit peu plus la santé mentale, je pense qu'il y avait un mélange de problèmes de santé mentale là-dedans. Puis je pense que le mix drogue dure et santé mentale, c'est pas bon pour le cerveau. Non. Puis, je pense que le mix des deux, c'était inévitable. Ça l'a amené sur le chemin de la mort. À moins que tu aies quelque chose à rajouter, je ne sais pas si tu te sens prêt d'embarquer sur Ouais, bien, est-ce que je peux En fait, on pourrait comme. Je serais allé vers le divorce, mais vas-y, je t'écoute. Je peux pomper là-dessus. Dans le fond, c'est que mon père, lorsqu'il travaillait, faisait quand même un bon salaire. Dans le fond, étant donné que c'était le seul qui travaillait à certains moments dans nos vies, Ouais. lui, le pourvoyeur de la famille. Mm-hmm. Donc, ma mère avait besoin de cette sécurité-là pour nous, dans le fond. Elle ne peut pas se retrouver avec 3 enfants, sans emploi, sans... Donc, c'est pour ça qu'il y a eu... C'est sûr que oui, au fond, il y a un fond qu'elle l'aimait aussi. Là. Il y a ça aussi. Là. Je ne peux pas dire le contraire. Tu ne passes pas 20 ans ou 25 ans de ta vie avec une personne comme ça sans l'aimer à quelque part. Là. C'est sûr. Mais c'est ça, vers la fin, ma mère, moi, j'avais quitté la maison. J'avais 21 ans, j'avais quitté la maison. Je m'étais trouvé mon premier emploi au gouvernement fédéral, dans le fond. Ma soeur terminait ses études au cégep. Mon frère terminait le secondaire. Ma mère, qui était devenue infirmière entre-temps, là, elle a dit à sa dernière rechute, elle était là, c'est fini. Je suis indépendante financièrement. Je suis capable de subvenir aux besoins de mes enfants, ou du moins les 2 qui restent à la maison. J'ai plus besoin de lui dans ma vie. C'est fini. Sa dernière rechute, ça a vraiment été le point tournant, la séparation. Puis c'est là que ma mère, elle a dit c'est fini. C'est le divorce, c'est la séparation, c'est on vend la maison, puis c'est fini. Là. Il n'y a plus de... comme on ne joue plus cette game-là. Là.
Comment t'as pris ça, toi? Ben moi, j'étais habitué. Moi, j'ai toujours pensé que c'était mieux que mes parents se séparent. Je ne sais pas pourquoi il y avait une relation toxique entre les deux. Il y a quelque chose que je ne comprendrai jamais pourquoi que mon père n'avait pas voulu quitter ma mère pour de bon, puis faire ce qu'il a à faire, puis pas se soucier de rien, au lieu d'imposer ça, mettre un fardeau sur toute la famille. Il aurait juste pu prendre ses affaires, partir, à la limite sortir de nos vies, mais c'est ça, juste prendre tes responsabilités. Tu as un problème, va gérer tes choses, puis laisse les autres vivre leur vie. Mm-hmm. Mais il s'accrochait tout le temps. Là, ma mère, mon frère, quand on a grandi, on a quand même besoin d'un père. Fait que ma mère, tranquillement, mon père, comme beaucoup de gens qui ont des problèmes de consommation, je pense que c'est des grands manipulateurs aussi. Il était capable de tranquillement refaire des preuves, venir souper à la maison, là, je vais rester couché, je restais une deuxième journée, j'étais abstinent, puis là, tranquillement, il en revenait. Ça s'est répété longtemps. Donc, c'est pour ça que la séparation, quand je l'ai su, c'était fini. J'étais plus... Tu étais prêt à accueillir la nouvelle, disons. Oh oui, c'était plus une surprise. Puis pratiquement, c'était comme finalement, ça va arriver. Là. Comme je ne sais pas quel éclat de génie qui l'a frappé. Là. Que finalement, c'est fini. Pas parce qu'il n'y a pas eu de tentative par le passé, mais non, je pense que c'était la bonne chose. Puis pour longtemps, j'étais comme, pourquoi tu restes? Ça te donne quoi? C'est quoi? Je ne veux pas dire que ma mère n'est pas spéciale, mais c'est quoi qu'elle a là qui fait que tu restes, que tu ne peux pas trouver ça ailleurs? Ou, va-t'en. Je pense que ça a été la solution la plus simple, mais pour une raison inexpliquée, il a toujours voulu revenir à ma mère, tout le temps. Puis ça, je vais jamais me l'expliquer, ça. All right. Et c'était ça. C'est ce qui nous amène là, en octobre 2019 vers la séparation officielle de mes parents, puis le début de notre histoire de ce soir. Ben, tu pourrais l'introduire tranquillement si tu veux. Moi, en fait, je serais intéressé de commencer à savoir toi, t'en étais où au moment des faits, là? Est-ce que t'habitais-tu encore avec tes parents? T'étais-tu aux études? Qu'est-ce que tu faisais à cette époque-là quand l'année du drame, en fait? T'en étais où? Moi, ça faisait 1 an et demi que j'étais avec dans le temps, je faisais ma blonde. Aujourd'hui, je suis plus vieux, je vais dire ma conjointe. Ça faisait 1 an et demi qu'on se fréquentait. Je venais tout juste d'emménager avec elle dans son condo au mois de mai. OK. Je venais d'obtenir une permanence au gouvernement fédéral. J'avais 21 ans, j'étais dans mes premières années d'emploi. Dans ma vie réelle, je peux dire. Au lieu d'avoir des petits emplois de fin de semaine, pendant que je faisais un DEP en comptabilité, j'ai fini ça, j'ai eu mon stage, ils m'ont embauché, puis c'était mon premier emploi qui m'a garanti une sécurité financière, qui m'a permis d'être indépendant de mon père, dans le fond, de ne plus vivre sous sa maison, parce que je n'ai jamais été d'accord avec son hygiène de vie, puis on ne s'entendait plus bien avec lui. Avec lui, je ne m'entendais plus. Donc, à ce moment-là, j'ai 22 ans. Je suis en condo avec ma blonde. On commence nos vies d'adultes, si je peux dire. Puis, en même temps, j'étais rendu à ma 2e session à l'université, je pense. OK. J'étais, somme toute, je ne peux pas dire que j'étais déjà casé, mais... un petit peu, ça s'en venait. Ça s'en venait la vraie vie typique de Gatineau, je peux dire, là, tu trouves une blonde, tu t'achètes quelque chose, puis t'es parti dans la vie. Classique. Oui, c'est ça. J'étais là au moment de ma vie. Donc, oui, j'étais bien. J'étais bien. J'aimerais savoir, savoir. Je pense que tu pourrais commencer ton histoire en nous parlant de, à moins que je me trompe, tout a commencé pour toi avec un appel téléphonique. Oui, exactement. Le 18 octobre 2009. Mm-hmm. C'est une date que je vais toujours m'en souvenir.
À chaque année, je la vois sur mon calendrier. Puis l'an dernier, c'est en 2019, ça fait 10 ans. C'est une journée que j'ai toujours un feeling partagé quand je vois cette date-là. Puis à chaque fois que j'ai une coïncidence, que je vois des chiffres qui sont proches du 18 octobre ou quelque chose comme ça, ça me remet tout le temps à ça. Puis, comble du malheur, l'anniversaire de naissance de ma mère, c'est le 19 octobre. Donc, le lendemain du drame. Fait qu'elle, chaque année, depuis le drame, elle vit, le 18, elle vit le drame, l'anniversaire du drame, puis le lendemain, son anniversaire, qui n'est pas nécessairement des bons souvenirs. Effectivement. Mais c'est ça. Donc, le 18 octobre, on était à la maison. C'est un dimanche. Moi, je dors. On a reçu un appel de mon oncle. Mon oncle est le frère aîné de mon père. Il m'appelle, il me dit « Danick, j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est quoi ton adresse encore? » Parce qu'il n'était jamais venu chez nous. Dans le fond, mon oncle, du côté de mon père, on se voyait de temps en temps, mais c'était surtout dans le temps des fêtes. Mais c'était pas quelqu'un que j'étais proche avec lui. Donc, quand il m'a appelé, j'avais des doutes. Pourquoi il m'appelle à 6 heures du matin et qu'il me demande de débrancher tous mes téléphones? J'avais aucune idée. Donc, je suis comme, OK, je donne mon adresse, il s'en vient. Moi, entre-temps, je me réveille. Je dis à ma blonde, ben, mon oncle s'en vient, il veut me parler. Ça va être important. Il m'a demandé de débrancher tous les téléphones. J'ai aucune idée de ce qui s'en vient. Là, j'ai mon oncle, il cogne à la porte, il monte en haut des marches. Puis je le vois dans ses yeux qu'il y a quelque chose. Je regarde sa femme qui est avec lui, qui a les yeux rouges, les larmes. Moi, je suis comme OK. Puis là, je suis comme, ben, ça va? As-tu besoin de quelque chose? Je vais très cordialement. Comment ça va? Il dit, garde, il dit, assis-toi, j'ai quelque chose à te dire. Ben, j'ai pas besoin de m'asseoir. Tu peux me le dire. Là. Non, il dit, assis-toi. Je suis comme, non, dis-moi qu'est-ce que tu as à te dire. Là, il dit, ton père est mort. Là, premier, sur le coup, je suis comme, mon père est mort. Dans ma tête, c'était bon, un accident d'auto, peut-être. Puis encore là, j'étais, mais non, il ne peut pas être mort. D'un accident, je dis, mon père, il était tellement colosse, il était tellement fort que dans ma tête, mon père, c'était le genre de personne qui pourrait se faire frapper par un semi-remorque, puis il serait debout après. Dans ma tête, c'était ça que j'avais comme idée. Je suis comme, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je ne sais pas. Il dit, la seule affaire que je sais, c'est que ton père est mort, ta mère est à l'hôpital, puis ton frère et ta soeur sont au poste de police. Je suis comme, bon. Puis là, il me dit, il faut que tu ailles au poste de police. Mais il me dit, j'en sais pas plus. Là, moi, j'ai, OK. Fait que là, je reçois la nouvelle. Je suis comme, voyons, là, dans ma tête, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère est à l'hôpital, c'est parce que mon père, il s'est suicidé, puis... Oui, parce que là, tu ne le sais pas encore. Là. Ça doit rouler dans ta tête à 100 000 à l'heure. Oui, c'est ça. Puis j'ai aucune idée. Puis mon père, il avait déjà fait, dans une période de crise, il avait déjà tenté une tentative de suicide. Tu sais, fait que moi, j'étais comme, OK, peut-être que là, il est rendu au bout du rouleau, puis il n'y a plus de solution, il n'y a plus de fin, puis il a passé à l'action. Dans ma tête, c'est ça, mais j'ai aucune idée. Là, on embarque dans l'auto, on s'en va au poste de police. J'avais jamais mis les pieds dans un poste de police de ma vie. Fait que déjà là, c'était quelque chose de spécial. Mais là, entre partir de la maison, du condo puis le poste de police, il y a plein de choses qui se passent en tête, mais tu te fais plein de scénarios, mais comme tu dis, ça va vite. Là, le cerveau travaille. Puis je rentre au poste de police. Puis là, je rentre, puis le policier à l'accueil, il me dit « Salut, je peux t'aider? » Je suis comme « Oui, je suis Danick. » Je dis « On vient de me dire que mon frère et ma soeur sont ici. Je ne sais pas ce qui se passe. » Là, j'ai vu dans son visage comme « Oh, il ne sait pas. Il n'est pas au courant de ce qui se passe. » Puis il dit « OK, je m'en viens de voir. » Et là, il traverse de côté, il me prend un peu à part, il m'amène dans un petit couloir, puis il dit « Garde, il dit, j'ai quelque chose à te dire. » Il dit « Ton père s'est enlevé la vie, mais avant de s'enlever la vie, il a attaqué ta mère au couteau.
pendant qu'elle dormait. Puis il est aux soins intensifs. Fait que là, moi, j'ai aucune idée. Là, je sais que mon père est décédé, mais ma mère est aux soins intensifs. Fait que là, je ne sais pas s'il est décédé. Lui, il n'a pas cette information-là. Donc, quand j'ai reçu cette information-là, je me suis un peu comme dans les films. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, tu t'accotes le dos sur le mur, puis tu te laisses glisser jusqu'à temps que tes fesses tombent par terre, puis tu as les genoux dans le visage. Là. Ça a été ma réaction. Puis là, j'étais en pleurs. Là, c'était comme, wow, OK, là c'est réel. J'étais un poste, là, ça me frappe. Là. J'étais un poste de police. On vient de m'annoncer ça. Puis là, on me dit, t'as l'enquêteur qui s'en vient de jaser. Puis là, on m'amène dans une salle d'interrogatoire. J'ai toujours pas vu mon frère, j'ai toujours pas vu ma soeur. Puis là, on me demande de remplir un rapport, des feuilles de papier sur mes parents. C'est pas trop ce qui se... Tu sais, je sais pas, je peux-tu voir mon frère et ma soeur? Puis là, ils me disent, ben non, faut que tu remplisses ça avant. Je dis, ben non, mais j'ai dit, ils sont là, je veux les voir, sont-ils corrects? Ils sont corrects, mais remplis ta feuille. Fait que là, il fallait que j'écrive sur une feuille de papier la relation de mes parents, puis qu'est-ce que tu voulais que j'écrive? Fait que là, t'es pas en état de remplir des documents, voyons. Ben non, c'est ça. Fait que, mais j'ai été assis là pendant je ne sais pas combien de temps. Je pense que j'ai rempli 2 pages. Il a fallu que je signe en bas. Puis après ça, on m'a amené voir mon frère et ma soeur. Mais à quel point c'était utile là, j'en ai aucune idée. Probablement pour l'enquête ou peu importe. Bien, des fois, il y a des raisons. Peut-être qu'il y avait besoin d'une certaine déposition avant de t'envoyer parler aux autres, parce que peut-être qu'ils savent, tu sais, ça vient d'arriver, ils ne savent pas encore ce qui s'est passé. Tu sais, eux autres aussi sont surveillés, hein? Fait que tout le monde essaie de se backer comme ils peuvent, puis de suivre les procédures. Ouais. Des fois, ben ça refroidit un peu les gens autour dans la situation. Oui. Puis là, après avoir rempli les papiers, ben, c'est là qu'ils m'ont emmené dans l'autre salle, puis j'ai finalement pu voir mon frère et ma soeur. Okay. Je me souviens, mon frère, il y avait des shorts de sport, de basketball blanches, couvertes de sang. Ma soeur aussi avait du sang sur elle. Là, la première chose que je fais, c'est là, on s'enlace, on se donne une grosse caresse, les 3 ensemble, puis là, c'est comme on est tous là, puis on se tient, puis on pleure les 3 ensemble, puis on est comme, wow, qu'est-ce qui vient d'arriver? Là, eux autres, ils ont tout vu, ils étaient dans la maison. Là, j'essaie de leur parler, puis ils m'expliquent un peu, mais ça va tellement vite. Là, dans notre tête, nous autres, la seule chose qu'on veut savoir, c'est Mom, es-tu correct? On peut-tu aller voir un Mom? Qu'est-ce qui se passe avec Mom? Là, parce qu'on n'a pas de nouvelles encore. On est encore au poste de police. Donc là, une fois qu'on a fini de remplir les papiers, les policiers sont comme, ben, merci, bonsoir. On a vos papiers. La sortie est là. Merci. Là, on est comme, c'est le même? Oui, c'est comme ça. Fait que là, OK, ben, un peu plus une poignée de main, puis à la prochaine, I guess. Wow, OK. Ça a été vraiment ça. Mais heureusement, mais ça, je dis encore là, heureusement, en sortant, j'avais mes 2 cousins qui étaient là. Okay. Mes 2 cousins étaient là, ils nous attendaient. La femme à mon cousin était là. On avait notre cousine qui était là aussi. Notre cousine, on est proches. Nos cousins, on était très proches. Fait que eux autres, ils étaient là. Ça a fait du bien des voir là. Après ça, on est tous embarqués ensemble. On est retournés à la maison. On est retournés au condo. Puis le temps de se calmer un peu, puis de reprendre nos esprits. Puis là, on est comme, OK, ben là, on va aller à l'hôpital. Là, on part, moi, mon frère, ma soeur et ma conjointe. On s'en va à l'hôpital. On se présente aux soins intensifs. La famille à ma blonde, à ma mère sont présents. Dans le fond, ses 2 frères sont là avec leurs femmes. Puis je me souviens, là, je suis comme, OK, je veux voir ma mère. Là, mon oncle Alain, qui était là, puis il me dit, ça, je vais toujours m'en souvenir, il me dit, là, ta mère, elle va bien. Elle dit, elle n'est pas en danger de mort, elle a passé proche de mourir, mais là,
est dans un état stable. OK. Mais je te dis, elle n'est pas belle à voir. OK, mais je peux te savoir, il dit. Là, il dit, ouais, mais c'est un à la fois. Vous pouvez pas être plus. Parce que c'est des soins intensifs. Ouais. OK. Puis, c'est moi le premier qui y va. Puis, c'est là que, et quand j'ai vu ma mère la première fois sur son lit d'hôpital, quand j'ai vu toute la violence de cette image-là, de les traces que mon père avait laissées sur elle, l'agression, à quel point elle était violente. Ma mère qui est tout petite en plus, mon père qui est super costaud, je ne pouvais pas croire qu'elle était encore vivante. C'était... Je peux même pas... C'est difficile à expliquer à quel point l'image était violente. Premièrement, je la regardais, elle avait des... la peau, elle tenait plus. La peau était tellement ouverte que les points de suture, c'était pas suffisant. Il fallait qu'ils mettent des broches, comme des broches, des tags de métal. Ouais. Donc, elle avait tout le dessus de la tête ici ouvert, en rond. Donc, tout ça, c'était broché ici. Il y avait des broches tout le long ici, de son visage. Puis, d'autres traces d'enflure un peu partout. Donc, on ne voyait pratiquement pas ses yeux. Ici, à hauteur de la poitrine, une grosse cicatrice qui part, qui fait pratiquement tout son corps aussi, qui était toute brochée encore aussi. Puis tous les bras étaient tous dans des pansements, dans des plâtres, parce que, étant donné qu'elle s'est fait agresser, le réflexe, probablement, c'est un réflexe de tout le monde, c'est de se protéger avec ses mains. Ouais. C'est ça. Donc c'est tous les coups de couteau qui ont tous sectionné ses avant-bras, les veines, les nerfs, la peau, tout ce qu'on pouvait imaginer des avant-bras qui fait bouger nos mains, là, tout a été sectionné, très profond. Le médecin spécialiste qui l'a opéré quand il est arrivé à l'hôpital a mentionné qu'il est passé à 1 ou 2 mm de se faire trancher la carotide en deux. C'est une question de millimètres. Il a fallu que le médecin fasse des points dans la carotide. C'est bien ça, la carotide. Mm-hmm. C'était tellement... ils ont vraiment sauvé sa vie. Puis, ce qui a sauvé sa vie aussi, c'est l'intervention. L'intervention que mon frère et ma soeur ont faite pour ma mère. Parce qu'en gros, ce qui était... parce qu'après coup, on a pu reconstruire l'histoire et comprendre ce qui s'est passé ce soir-là. Là. Oui, parce que moi j'arrive et je vois le résultat. Puis c'est ça. C'est marquant. Si tu te demandes à quel point un être humain peut s'en prendre, non seulement à une femme, mais aussi à une personne que tu as aimée, mais juste à un être humain. Tu sais, la violence pure, gratuite, animale, c'était ça que je constatais. Puis en plus, c'est ta mère, tu vois ça, tu as de la peine, tout ça. Mais de l'autre côté, tu sais que c'est ton père qui a fait ça. Ah, ça doit être terrible. Je vais être franc, je peux pas me l'imaginer, ben honnêtement. C'est comme ça. Puis c'est là qu'on a construit la scène. Après ça, moi, il y a l'enquêteur qui était au dossier, qui a parlé avec moi. J'ai mon frère et ma soeur qui étaient présents, qui m'ont expliqué aussi. En gros, ce qui est arrivé, c'est que mon père il est parti, il était chez ses parents. Il est parti de là dans la nuit. Il a été consommé parce que sur le rapport d'autopsie, ils ont trouvé des traces de cocaïne dans son sang. Ils ont trouvé toutes sortes de médicaments aussi. Donc, je ne sais pas si la quantité faisait en sorte qu'il aurait pu en mourir, mais il y avait un cocktail de drogue ou de drogue prescrite dans son sang qui était assez long. Donc, il est parti de là. Il s'est stationné un petit peu en recul de la maison. Dans le fond, sa voiture était restée dans la rue, mais un petit peu plus loin. Il a marché peut-être 3 ou 4, peut-être 300 mètres, peut-être, je ne sais pas. Là. Il est passé par la porte patio en arrière.
parce qu'il n'était jamais barré. Il a pris un couteau à viande, dans le fond, les gros couteaux à steak, là. Un peu à la Michael Myers. C'est ça que c'est. Il s'est dirigé dans la chambre à ma mère pendant qu'elle dormait. Il a embarqué par-dessus elle. Puis là, ça l'a réveillée. Puis elle aurait dit « Qu'est-ce que tu fais ici, toi? » Ensuite de ça, ma mère, elle a vu, de ses mots, elle a vu ses yeux. Elle a dit que ses yeux étaient absents. Il y avait un vide dans ses yeux. C'était plus... Comme il n'y avait plus rien de vivant dans ses yeux, de ce qu'elle se rappelle. Il a lâché un cri d'animal, un grognement d'animal, puis il s'est mis à la poignarder pendant qu'elle venait de se réveiller. Donc, il n'y a jamais vraiment eu un nombre de coups de couteau précis, là, parce qu'il y en a eu plus d'une trentaine. Donc, il l'a poignardé au visage, aux mains, tout ça, elle s'est protégée. Puis ensuite de ça, ma mère est sortie de la chambre en marchant, elle était ébranlée, en s'accotant ses murs, parce que dans sa tête, elle se disait « Si on a à me trouver, j'ai plus de chances de survie si je suis proche de l'entrée. » Donc, après qu'il l'a attaqué, lui, il est sorti de la chambre. Il est sorti de la chambre parce qu'il a essayé de se pendre dans les marches d'escalier qui mènent au sous-sol. Donc, il s'est attaché une corde autour du cou, il l'a attaché après le brancard de la rampe, puis il s'est lancé dans le vide. Quand il s'est lancé dans le vide, les pieds ont tapé dans le couloir des marches, ils tapaient sur le mur. Dans le fond, il tapait sur la chambre de ma soeur. Ma soeur, elle se réveille, elle regarde ce qui se passe. Il était près à 4 heures du matin. La seule chose qu'elle voit, c'est 2 pieds qui pendent dans le vide. Fait que là, elle, par son réflexe, c'est de prendre ses pieds et de le soulever pour essayer de le sauver. Puis là, mon père, il a dit « Lâche-moi, lâche-moi ». Il a pris le couteau puis il a détaché la corde autour de son cou. Entre-temps, pendant qu'il avait essayé de se pendre, c'est là que ma mère est sortie du lit puis elle était s'étendre dans l'entrée puis elle a fait la morte. Dans le fond, ça peut-être pas... Je ris, mais... C'est correct. Ça peut être pas dur à faire à la morte, là. Elle était là puis elle était dans une mort de sang. Mon père s'est relevé, il a pris le couteau, il s'est détaché, il s'est dirigé dans la salle de bain, il a fermé la porte. Puis c'est là que devant le miroir de la salle de bain, il s'est tranché la gorge à 2 reprises. On a fait des lacérations profondes dans son cou de chaque côté de la gorge, selon le rapport de l'autopsie. Puis il est tombé là, donc il est tombé dans le coin entre le bain et le mur. Il est tombé par terre, il s'est vidé de son sang parce que plus tard, quand je suis retourné dans la maison, puis j'ai vu l'état des lieux où il était assis, c'était facilement remarquable parce qu'il n'y avait pas de sang, mais tout autour, il était là. Fait que dans le fond, il y avait ses empreintes de fesses par terre. Pendant ce temps-là, mon frère et ma soeur se sont réveillés, ils ont appelé le 911, les services d'urgence, les policiers se sont présentés, les ambulanciers. Les ambulanciers, le policier qui était là en premier, là, il a compris assez rapidement la scène. Il a vu dans la salle de bain mon père, qui avait encore un pouls, puis il a vu ma mère par terre. Là, il a fait 1 + 1 fait 2, puis il a dit « On s'occupe de madame. » Puis lui, on s'occupe de madame, puis on se concentre nos énergies. Puis là, les ambulanciers sont venus, puis c'est là qu'ils se sont dirigés à l'urgence de Gatineau. Ce qui est bizarre là-dedans, c'est que plus tard, quelques années plus tard, j'ai rencontré, j'avais un ami policier, puis son collègue était sur les lieux. J'ai eu la chance de parler et d'avoir des détails supplémentaires de ce côté-là. Parce que c'est un drame qui a marqué beaucoup de gens. C'est avec les années qu'on s'en rend compte. Donc, c'est comme ça que la scène s'est déroulée. C'est comme ça qu'on arrive au moment où ma mère est à l'hôpital puis mon père qui est sans vie. Techniquement, mon père n'est pas décédé dans la maison. Il a été déclaré mort à l'hôpital, officiellement. Okay. J'ai vu quelques clips de Radio-Canada à cette époque-là, en 2009. Les médias sociaux n'étaient pas super présents encore, qui tentaient des manœuvres de réanimation sur la civière. Mais dans le rapport du coroner, c'était évident. Selon ses mots,
c'est une tentative destructive. Là. Il y avait plus de... Il y avait plus de... Il était déterminé. Il n'y avait pas autre chose. C'est comme ça que la scène s'est déroulée. Ce qui est arrivé, le résultat, c'est que ma mère est décédée. Ensuite de ça, mon père est décédé, ma mère est aux soins intensifs. Puis, c'est là que, dans le fond, on commence notre nouvelle vie, dans le fond. Il n'y a pas... c'est vraiment comme ça s'est déroulé. Là, on voit à l'écran, je ne sais pas si on le partage, là, mais... C'est supposé. Je ne sais pas si vous voyez à la maison les articles que j'ai partagés, mais ils seront disponibles, quelques articles de l'événement qui sont sortis à l'époque. Ils seront disponibles sur le site web éventuellement. Donc, là, on débute la suite, c'est-à-dire que à travers tout ça, il faut se rebâtir, il faut que les survivants s'en remettent puis retraversent tout ça. Donc, ta mère, combien de temps ça lui a pris se remettre de ses blessures? Ça c'est... ça a pris, dans le fond, les blessures physiques, ça a pris un bon mois, un mois et demi avant qu'elle puisse seulement sortir de l'hôpital. OK, quand même. Il faut comprendre l'état de la maison parce que, oui, comme là, ça se passe, là, on a fait tous les liens, on comprend ce qui s'est passé, tout ça. Mais là, il y a le après qui commence. Moi, je vais toujours me souvenir la première fois que j'ai été sur les lieux. Est-ce que c'est toi la première personne de la famille qui est retournée sur les lieux après le drame? Oui, ma blonde, elle m'avait accompagné. Moi, je ne voulais pas qu'elle rentre. Parce que le chien de la famille est encore là, il est en bas. Fait que moi, il fallait que j'aille le chien. OK. Pour ma soeur, tout ça, il voulait avoir le chien. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais y aller. Fait que là, j'arrive, puis c'est un peu comme qu'on a vu. Il y a des gants de latex un peu partout qui traînent dans l'entrée. On voit qu'il y a des traces de sang à l'extérieur, tout ça. J'avais la clé de la maison. Puis là, j'ai rentré. Puis c'est là que j'ai vu vraiment, là. J'avais vu ma mère, mais là, j'ai vu les résultats de ce qui était dans la maison. Puis c'est indescriptible. C'est même pas proche de voir ça comme dans les films. C'est pas ça. Oh, c'est jamais comme au cinéma. J'avais dit à ma blonde, pire. Je veux pas que tu rentres. Elle dit, je vais rentrer, elle dit, je vais descendre en bas. Parce que la porte laquelle on rentrait, elle pouvait descendre en bas tout de suite. Puis en bas, il n'y avait rien. Elle est descendue aller chercher le chien. Mais moi, après ça, j'ai dit, OK, je vais aller voir ce qui s'est passé. Là, je fais le tour de la cuisine. Je fais le tour. Là, je vois la rampe. Je vois les traces de corde. Il y avait encore une partie de la corde qui était enroulée autour de la rampe. Je vois où ma mère était couchée. Je vois un gros trou dans le mur parce que mon frère il avait frappé dans le mur. Après ça, je vois le long du couloir qui mène aux chambres, les traces de civière dans le sang. Dans le fond, il y avait tellement de sang que ça a laissé des coulisses de roues partout. Même les roues qui branlaient, tu pouvais les voir dans le sang. Là, je marche. Première chose que je vois, c'est la salle de bain, parce que c'était au bout du couloir, puis c'est là que mon père était. Première chose que je vois, que c'est inconcevable, c'est le sang séché par terre, coagulé. C'était tout séché partout, mais il y en avait tellement de sang que le service après sinistre, je connaissais quelqu'un qui travaillait là, que lui était appelé à faire ça. OK. Il m'a dit, Dan, il y avait tellement de sang, il a fallu que j'enlève à la pelle. Là, j'ai vu ça partout par terre dans le sang de mon père, le miroir, les giclées de sang dans le miroir, en avant puis dans le lavabo. Les traces de doigts le long du mur, où ma mère s'est à côté pour se rendre dans l'entrée. Ensuite de ça, j'ai vu la chambre où ma mère était, le lit couvert de sang. Les traces de couteaux qui ont passé dans le matelas, au travers de l'oreiller, au travers du matelas. C'était un matelas en mousse mémoire.
je sais pas s'il y en a gardé des souvenirs, mais il y avait plein de traces de couteaux là-dedans. Tout le sang était imbibé. C'était vraiment un bain de sang. C'était un bain de sang. Donc, moi, j'ai eu à aller là, puis c'est là que l'après commence, puis c'est là que je pense, oui, tu as le gros wow de l'événement, là, ce qui marque l'imaginaire des gens, tu sais, de l'acte, tout ça. Mais tu as le après, puis le retour à la réalité commence là. Commence à hey, qu'est-ce que je fais? Là? Moi, j'ai 22 ans. J'ai jamais fait une réclamation d'assurance de ma vie. Là, il faut que j'appelle les lignes à 800 puis j'explique tout ça. Oui, parce que là, toi, étant le plus vieux de la famille, tu as comme un peu pris en charge tous les documents et la paperasse de succession à ton père, les assurances. C'est tout toi qui as géré ça? Oui, c'est ça. C'est moi. Puis honnêtement, ça, c'est quelque chose. Déjà, quand les gens ont des testaments et tout ça, c'est quand même difficile. Mais dans cette situation-là, c'est toujours l'enfer. C'était plus que l'enfer. Puis c'est ça qui m'a mis à terre. Je vais en parler plus tôt, mais c'est ça qui m'a mené vers ma première dépression. À chaque fois, je me butais à des portes closes. Par exemple, j'appelle une compagnie d'assurance, je trouve les papiers, j'appelle. Là, j'explique ce qui s'est passé. Je suis comme, OK, c'est-tu couvert? C'est-tu couvert? Moi, j'ai pas... je viens de commencer à travailler, je suis jeune, j'ai pas accès à aucun compte de banque. Celui-là, mon père, il est sûrement vide parce qu'il a sûrement tout consommé son... Il n'a pas tout passé son argent là-dedans. Ma mère est à l'hôpital, j'ai pas... Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas question que moi, je nettoie ça. T'sais. Fait que finalement, j'appelle la compagnie d'assurance, puis je parle à une madame qui me traite comme si c'était un dégât d'eau. Ça a été, ben nous autres, on va payer pour le ménage, puis that's it. OK. Tu sais, je ne sais pas quoi faire. Moi, j'y vais avec ce qu'on me dit. Là. Fait que c'est pas tant... C'était de la bureaucratie à l'état pur. Oh oui, c'est froid, c'est ça. Les compagnies d'assurance, c'est froid. Là. Les compagnies d'assurance, mais ça a été la même chose avec les banques. Oui. Ça a été la même chose avec l'impôt. Ça a été la même chose avec tout ce qu'on peut penser à une succession, les mandats d'inaptitude, tout ça, ça a tout été difficile. Mais par exemple, la compagnie d'assurance, il y a quelqu'un qui a, puis ça, il faut que je le mentionne, il y a quelqu'un qui a été mis au dossier, probablement un superviseur ou un gestionnaire, qui a vu ça, puis il nous a appelés par la suite. Mm-hmm. Parce que oui, on a fait le nettoyage. On pensait que c'était tout ça, mais là, il nous a appelés, moi et ma mère, quand elle était sortie de l'hôpital, une couple de semaines après. Puis là, ils ont dit, je voudrais m'excuser en mon nom et au nom de la compagnie pour de la manière que vous avez été traité. C'est pas comme ça qu'on s'occupe de nos clients dans des situations comme ça. Puis, à partir de là, une fois que cette personne-là, en plus, il est descendu de Montréal pour rencontrer ma mère. Puis, à partir de là, une fois que lui était impliqué, je ne connais pas son nom, là, mais il a pratiquement remis la maison à neuf. Okay. Changé. Il y a du bon quand il est ressorti au final. Oui, au final, ça a été ça, mais il a fallu que lui intervienne. Ouais. Moi, je n'étais pas équipé pour me battre dans cette situation-là. Là, avec, ben, tu étais encore jeune, là. Ouais, la place d'assurance, on n'en avait pas encore à 28 ans, moi. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qu'on peut penser. Tu sais, aller à la banque. Mon père, en plus, qui, dans les dernières années, il était assez chambranlant, que les impôts n'étaient pas à jour, les ci, les ça. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Des longues procédures. Même quand ça va bien, il faut prendre son mal en patience. C'est des longues procédures. Ça prend du temps. Non, c'est ça. Puis, avec ça aussi, tu as ma mère qui j'ai pas encore parlé, tout ça, qui n'est pas sorti des soins intensifs. Puis déjà, ben là, il faut commencer à parler funérailles. Comment, la célébration, comment tu célèbres ça? Oui, c'est une drôle de catégorie ici, là. Effectivement. Comment ça s'est passé? Puis là, je me retrouve
c'est tellement paradoxal, une dichotomie totale. C'est que d'un côté, j'ai ma mère qui est à l'hôpital, mais je travaille puis je prépare l'enterrement ou le service funéraire à mon père qui a tenté de la tuer. Tu sais? Fait qu'il n'y a rien de confortable là-dedans. Ouais. Tu sais, comment tu fais ça? Comment tu t'y prends? Tu sais, c'est strict minimum, mais encore là. Ah, puis plusieurs personnes peuvent être d'excellents conseils, mais il n'y a pas de guide dans ce temps-là. Là. Non, puis. Tout le monde vit ça à sa manière, différemment, puis il faut que tu te retrouves toi-même là-dedans. Oui, puis ça reste ton père qui a essayé de tuer ta mère, puis là, tu es là, là, tu te vois aller serrer des mains, puis tout ça. Tu dis, va-tu avoir du monde? Il va-tu en avoir? Pourquoi qu'on fait ça? Les gens vont-tu vraiment venir célébrer quelqu'un qui a fait ça? Ça, c'était tellement paradoxal là-dedans. C'était irréel de penser à ça. Vraiment, c'était irréel. Finalement, on l'a fait. Ça s'est fait très rapidement, le plus simple possible. Il y a eu beaucoup de gens. J'ai été surpris, mais encore là, il y avait beaucoup de familles, mais beaucoup d'amis qui étaient venus nous soutenir, des amis de la famille qui étaient venus nous soutenir. C'est sûr que la famille à ma mère n'était pas présente. Mais en fait, moi, je suis curieux, justement. Tu parles des amis de la famille. J'aimerais ça savoir, après coup, là, est-ce que, dans un premier lieu, est-ce que vous vous êtes senti épaulé par votre entourage, amis et famille? Et je me demandais aussi, est-ce que vous avez eu une certaine aide psychologique après coup, plus professionnelle, je voudrais dire. Donc, dans les deux volets, là. Je dirais la première personne qui était là du début jusqu'à la fin et qui était d'une aide inestimable, c'était ma blonde. Elle l'a vécu avec moi dès le départ. Puis on s'entend, là, on a 21, 22 ans à peu près, les deux chaque. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Là, ton chum, son père, il vient d'essayer de tuer sa mère. Là, toi, tu te retrouves devant un choix de dire « Hey, je m'embarque là-dedans. » Ah oui, il y en a plein qui auraient trouvé que c'est trop, puis oui, je suis tout à fait. À quel point je m'embarque là-dedans, vraiment? Y a-t-il quelqu'un qui, à premier coup, qui dit « Ah oui, je vais être là, tout ça », quand ça fait 1 an et demi qu'on se connaît, puis mais elle a été là, puis on n'aurait jamais pu passer au travers sans elle. Elle était beaucoup plus occupée que moi. Elle est intervenante aussi, donc elle était beaucoup plus occupée, mais elle l'a vécu comme moi. Mais son aide a été précieuse, puis on n'aurait jamais passé au travers, même notre famille, sans sa présence à elle. Une chance qu'elle était là. C'est cool. On la salue. Oui, elle est sûrement en train d'écouter en haut, je sais. Mais elle aurait pu vouloir quitter aussi. Je l'aurais même compris à ce moment-là. À quel point tu aimes quelqu'un pour t'occuper de sa famille, parce que ma mère, quand elle est sortie de l'hôpital, elle est venue vivre avec nous. Puis elle ne pouvait pas se laver parce qu'elle avait les mains dans les plâtres. Puis moi, autant que j'aime ma mère, mon frère, on aime ma mère, ma soeur, on ne lavera pas notre mère. Comme il y a quand même une certaine pudeur, l'amour à une certaine limite. Ah, c'est difficile. Il y a des gens qui, à un moment donné dans leur vie, n'ont pas le choix de passer par là, puis ça ne doit pas être facile, effectivement. Non, puis même ma mère, se faire laver à son âge, de 43 ans. 43, c'est pas vieux, là. Mais c'est comme ma conjointe, elle l'a lavé, elle l'a fait. C'est des choses comme ça que tu n'oublies pas. Je lui lève mon chapeau. Oui. Mais je vais même ajouter, comprenez ici l'importance de prendre soin des siens, parce qu'un jour ou l'autre, c'est peut-être vous qui allez avoir besoin de leur soutien. On ne le sait jamais. On ne le sait jamais. Prenez soin des vôtres. Et aussi, pour l'entourage, il y a beaucoup de gens qui étaient au chevet de ma mère pendant qu'on n'était pas là. Ses frères, je me souviens, ma tante, la femme à mon oncle, qui était vraiment beaucoup présente avec elle aussi. Ça a été d'un grand recours. Mais tu as besoin d'aide, mais tu as honte en même temps. Moi, j'avais honte. Moi, j'étais la personne contact, mettons, on peut dire pour tout, mais j'avais honte.
Les frères à mon père étaient déchirés par ça. Je ne voulais pas mettre ce fardeau-là sur ma grand-mère, qui est la mère de mon père, qui était encore vivante, puis qui était dans tous ses états. C'est une personne âgée. Fait que, du côté de mon père, je n'ai pas demandé d'aide. C'est surtout du côté de ma mère qui était présente. La meilleure amie à ma mère, elle était tellement présente aussi. Elle nous a fait à manger. Elle était présente auprès de ma mère. J'ai eu des collègues à mon travail qui, quand ils ont su la nouvelle, ils ont fait une levée de fonds. Puis ensuite de ça, ils nous ont emmené ça à la maison. Ça a été des peurs inconnues à un certain moment. Puis, je venais de commencer à travailler là aussi. Ils ont fait une levée de fonds. Ça a fait du bien. J'ai eu un gestionnaire, mon directeur dans ce temps-là, qui était avec moi à 100%. Il me dit « Prends le temps que tu veux. Casse-toi pas la tête avec ta paye. Occupe-toi de ta famille. On gérera le reste après, mais il faut que tu sois là pour ta famille. » Fait que là, j'avais déjà ça aussi qui m'a aidé. Mais ta famille, tes points de repère, la famille, ils étaient déchirés en deux. Tu rajoutes à ça la honte, puis tu ne peux pas déranger aussi. C'était difficile. Puis ce que j'ai trouvé difficile, puis je ne m'imagine même pas encore aujourd'hui, si c'était à l'ère des médias sociaux comme aujourd'hui. En 2009, Facebook, ça commençait. Vraiment. Mais j'avais tellement de curieux quand même que je recevais plein de messages. « Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Hey, qu'est-ce qui s'est passé? » C'était plus ça que « Hey, si tu as besoin de quoi, fais-moi signe. Si tu as besoin de quoi, fais-moi signe. » Fait que c'était difficile de faire la différence entre les curieux et ceux qui étaient vraiment sincères. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que ceux qui étaient sincères ont été présents pour nous. T'es cool. Tu étais bien entouré. C'est tant mieux. C'est le fun d'entendre ça. Notre médecin de famille qui nous avait tous... lui a été d'un aide. Il a suivi ma mère pendant des années jusqu'à sa retraite. Il me suivait moi. Notre médecin de famille a été super. Mais oui, on a eu du soutien. Ma mère, elle, je dirais, elle a eu beaucoup plus de soutien parce qu'il y a eu Cavac qui était là avec elle. Donc, l'aide psychologique, elle l'a eu longtemps. OK. Ça s'est bien passé avec les Cavac? Oui, ça s'est très bien. Cavac, IVAC, là, les deux. IVAC aussi? À long terme, parce que ma mère, avec ses séquelles, elle n'a pas pu travailler de sa vie. Ça a été ils ont été très présents pour elle. Okay. De l'autre côté, encore là, on fait une forme de bureaucratie, dans le sens que tout est coté, tout est encadré. Fait que moi, même si je m'occupais de tout, je pense que j'ai eu droit à 10 sessions d'une heure d'un psychologue, avec un psychologue que je connaissais, que premièrement, je ne croyais pas beaucoup en la psychologie. Donc, j'y allais, mais... Un peu reculons. Puis ça ne m'a rien donné. Fait que je pense que je n'ai même pas fait les 10 sessions. Je pense que j'étais juste pas tombé sur la bonne personne aussi. Ah ben oui, parce que les psychologues, comme n'importe quoi, il y en a des bons et des moins bons. Ouais, c'est ça. Ben, puis c'est pas nécessairement juste une question d'être bon. Des fois, il faut trouver quelqu'un qui s'accorde à nous aussi, avec qui on est confortable, on se sent à l'aise, puis qui répond à ce qu'on recherche aussi. Oui, puis c'est ça. Fait que je dirais ça a été limité. On a tellement gardé ça. On était comme dans un petit cocon. On se protégeait tous ensemble. Moi, mon frère, ma soeur, ma conjointe, on était tous ensemble. Puis c'est nous autres vraiment qui se sont épaulés d'une manière ou d'une autre. C'est sûr que ma soeur avait ses amis qui l'aidaient avec l'école. Mon frère aussi, ses amis, tout ça. Même juste à quel point, des fois, j'étais à l'université, j'écris à un professeur, puis j'explique la situation, puis il me dit va voir le responsable des études, peu importe ta situation, parce que juste ça a été compliqué aussi, là, mais c'est là que quand tu te frappes aux institutions, tu sais que c'est pas humain, mais les personnes les plus près de nous, on a eu un soutien important. C'est cool. Aujourd'hui, comment ta mère se porte? Puis d'ailleurs, ton frère et ta sœur aussi. Comment tout le monde se porte aujourd'hui? Est-ce que ça a été difficile s'en remettre? Il y a eu, je dirais, une fois que ma mère est sortie de l'hôpital, elle est venue vivre avec nous au condo. Combien de temps? Elle est venue vivre peut-être un mois et demi. Elle est restée peut-être un mois et demi à l'hôpital. Okay. Quand elle a eu son congé de l'hôpital, elle voulait partir, elle ne voulait pas rester là. Ouais.
Fait que là, tout être en famille, ça l'a aidé. Fait que là, j'ai un de mes oncles qui nous avait amené des lits. Fait que là, dans notre petit condo, on avait moi et ma conjointe dans une chambre, mon frère et ma soeur dans l'autre, ma mère dans le salon, avec le chien et les 2 chats. C'était ça. Puis après ça, c'est là que le processus... Ben, la reconstruction, elle commence même pas encore, parce que tu es encore sur un nuage. Ça prend un temps, j'imagine. Ouais, tu es tellement dedans que tu n'as même pas le droit, comme moi de mon côté, j'avais même pas le droit à un moment de faiblesse. Dans le sens que mon option, c'est de continuer ou je ne pouvais même pas arrêter parce que mon frère dépendait de moi, ma soeur, ma mère. Mais c'est ça, tu as tout pris, là, le rôle du. Tu as pris les rôles du maître de la famille, là, soudainement. Là. C'était ça. Fait que moi, j'avais pas. Je me suis oublié, dans le fond, j'ai pas pensé à moi, j'ai pas mis mes limites. C'est des choses que j'ai appris plus tard. J'ai pas mis mes limites. J'ai foncé là-dedans, j'ai tout pris ce qui venait. Puis c'est vraiment 6 mois plus tard que ça m'a rattrapé et que j'ai fait ma première dépression. Je m'étais tellement abandonné dans ce processus-là de je veux régler toute la succession, je veux que ma mère soit correcte, je veux qu'elle retourne à la maison, je veux pas que mon frère manque de rien, ma soeur, ma conjointe, que tranquillement, pas vite, ton cerveau, ben, il fait le tri. Il fait le tri de ce qu'il n'y a plus besoin. Puis, il garde le principal. Fait que j'étais rendu pratiquement un robot. J'étais par réflexe. J'étais dans une zone que, avant vraiment que j'ai consulté et que j'ai cherché de l'aide, encore là, on est rendu 6 mois plus tard, donc on est rendu en 2010. Je vais travailler, j'arrive à la maison, je m'assieds dans mon divan, puis je joue au PlayStation. C'est ça que je faisais. Je m'en souviens, je jouais à Red Dead Redemption tout le temps. C'est ça que je faisais parce que je n'étais pas capable de faire autre chose. Mon cerveau avait fait le choix de dire en ce moment, le grand, c'est juste ça, tu peux te permettre d'aller travailler. Puis comment ta blonde apprenait ça? Ouais, elle a trouvé ça dur. Quand j'y ai parlé que je faisais le testimonium, on en a reparlé un peu. Puis elle m'a dit, elle avait tellement trouvé ça dur, elle était en sanglots dans la chambre, elle pleurait parce que la situation était rendue insoutenable. Je n'étais même pas capable d'aller la voir. J'étais resté dans mon divan, penché sur ma télé parce que je n'étais plus capable de rien prendre. C'était là. Puis c'est là que, après ça, j'ai été consulter mon médecin de famille qui avait suivi ma mère, qui connaissait. Il m'a mis en arrêt de travail. Dans le fond, c'était été ma première dépression que j'ai faite, qui était probablement juste une bombe à retardement, on s'entend, avec tout ce que j'avais pris, c'est la charge émotionnelle que j'avais pris. Probablement que pendant tes premiers 3 à 6 mois, tu roulais sur ton adrénaline là, de ce que tu venais de vivre, de ce que tu avais traversé. Puis c'est un peu une force qui te dépasse, là, qui a fait que tu as tenu le coup tout ce temps-là. Puis là, d'un coup, probablement, là que tu as commencé à voir la lumière au bout des procédures et puis des émotions, là, toutes tes défenses ont probablement tombé, puis c'est là que tu es tombé en dépression. Tu ne devais plus avoir d'énergie du tout. Là. Non. Puis c'est ça, j'ai été mis en arrêt de travail. C'est là que j'ai commencé à prendre des médicaments pour la première fois de ma vie. Puis encore là, mon médecin m'avait fortement conseillé de faire une démarche avec un psychologue, mais encore là, j'y croyais pas assez. Je n'étais pas rendu là, dans le fond, puis les médicaments me suffisaient. J'ai été 3 mois en arrêt de travail. Je voulais pas aller plus loin que ça. Je voulais tellement m'en sortir que, oui, j'ai pris un pas de recul, j'ai mis toutes les affaires de succession et tout ça de côté. Je me suis concentré sur moi, sur ma blonde. J'ai recommencé à m'entraîner, à aller jouer au hockey, apprendre à faire des choses que j'aimais parce que je faisais plus rien. J'étais dans une zone. T'as-tu un déclic? Excuse-moi de te couper, mais as-tu un déclic à un moment où tu as fait toi-même, là, pas juste quelqu'un qui te l'a crié d'en face, mais toi-même, est-ce que tu as eu un moment de déclic où tu as fait
OK, il faut que je me reprenne là, faut que je sauve ma vie finalement. Ouais, je sentais en dedans de moi que je m'en allais vers un chemin euh, que je ne pouvais pas m'en sortir. Puis je m'en souviens exactement, j'étais au travail, j'avais mon gros cartable où je gardais tous mes papiers pour la succession de mon père. C'était au mois d'avril. J'ai fini de travailler, j'ai mis mes choses là, je suis parti avec le cartable parce que je savais que je ne revenais pas. J'avais ce sentiment-là, j'ai eu mon rendez-vous avec le médecin, j'ai expliqué. Puis c'est là que ça a commencé. Mais un déclic tel quel, je l'ai eu plus tard quand j'ai fait ma deuxième dépression en 2017, que là, j'ai eu un vrai déclic. Mais je pense que c'était juste normal. Puis encore là, déjà la santé mentale, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais recule 10 ans en arrière, là, ça commençait, ou c'était encore pour les lâches, la dépression. Ouais. C'était ça, là, encore. Là. Il y a encore des gens aujourd'hui qui regardent ça comme de la faiblesse. Ouais, puis j'avais 23 ans, puis j'étais comme, il n'est pas question, je suis plus fort que ça, c'est pas, il y a des choses pires que ça, mais non, c'est quand tu es dedans, tu te l'expliques pas. Mm. Tu le vis, puis tu le comprends pas nécessairement. Tu sais. Non, c'est ça, puis c'est ça, puis après ça, c'est le retour au travail aussi, après ça, que les papillons dans l'estomac quand je suis retourné au travail pour la première fois après ces 3 mois-là, c'est comment les gens vont me regarder et tout ça. J'imagine qu'il y a une peur qui vient avec ça. Est-ce que tu avais honte? Ben, je voulais pas avoir encore comme point du doigt encore plus. Là. C'est ça, tu voulais pas l'attention, là. Tu voulais pas attirer l'attention vers toi. Tu voulais juste retourner au travail sans trop penser à ça. C'est déjà que je l'avais quand à chaque fois que j'allais quelque part, puis là, on me voyait, puis les gens ils venaient me jaser parce qu'ils ont su ce qui se passait. Déjà là, je n'étais pas à l'aise avec ça. Donc, si au moins je pouvais avoir la paix au travail, c'était déjà ça de plus. Mais non, c'est ça, ça a été un long parcours. Puis, la manière que je peux expliquer ça, là, dans mes pires moments, à ce moment-là, c'est j'étais dans une zone où j'avais plus envie de vivre, mais j'avais plus envie de mourir. Comme tu es dans un neutre, tu es comme tu flottes dans un vide. Plus rien qui te tente, plus rien qui a d'importance, plus rien. Tout aurait. C'était tellement. Comme je dis, c'est vraiment la tête qui est le cerveau qui te protège par réflexe, qui disait non, tu ne peux plus faire ces choses-là. T'sais, en ce moment, je te garde, tu respires, ton corps fonctionne, c'est pas mal ça que tu vas faire pour l'instant jusqu'à temps que tu t'en reposes pour vrai. Puis, je suis tellement content d'avoir eu un médecin de famille que lui. Il a compris. Il a compris, mais non seulement ça, son père s'était suicidé aussi. Fait que sûrement que ça l'a venu chercher encore plus. Mais il a tellement été présent pour moi, ma soeur, mon frère, ma mère, que ça l'a touché, cette histoire-là. Puis là, il prend sa retraite. Là. Puis la dernière fois que je l'ai vu, il dit, vous autres, vous m'avez marqué, puis je vais me souvenir longtemps de vous autres, de votre histoire. Il dit, je vous ai accompagné là-dedans, puis il dit, ça m'a fait plaisir. Mais ouais, la première, ça a été quelque chose. Puis c'est pas rien non plus faire une première dépression à 23 ans. Là. On me dit que je n'étais pas bien là-dedans. Ça fait même encore aujourd'hui d'en parler. La deuxième a été plus pire, je te dirais. Là. Peut-être parce que j'étais plus vieux. Mais ouais. 2017, ça, tu me disais? 2017, oui. Ouais. 2017, ça a été la même chose. Dans le fond, on a eu notre fille. On a eu notre fille. Ça allait bien. On a eu notre deuxième fille. Puis, je pensais que les choses allaient bien. J'avais cessé mes médicaments que je prenais parce que j'étais tanné des effets secondaires. Puis, j'aimais pas ça prendre des médicaments. Puis, me l'avouer. Puis, en 2017, j'ai arrêté d'y prendre. Puis après ça, ça a été juste une longue débandade dans le sens que j'avais commencé à boire beaucoup. J'avais tellement un vide à l'intérieur de moi que je ne comprenais pas. Physiquement, je ressemblais à mon père. Quand j'ai eu des enfants, ça a été comme un élément déclencheur. Quand je me regardais jouer avec mes filles, faire des gestes ou sur des photos, j'étais comme... Je ressemble tellement physiquement à mon père que je me voyais
comme je le voyais lui dans moi avec mes filles. Est-ce que tu permets que je montre une photo de ton père? Oui, pas de problème. Parfait, continue, excuse-moi. Puis, oui, c'est ça. Fait que je ressemblais très physiquement, le visage, la gestuelle. Je me voyais tellement dans lui que j'avais de la misère à gérer ça. Puis là, le fait que j'avais des enfants maintenant, j'avais tellement peur de virer comme lui que c'est ça. J'avais eu la brillante idée de cesser les médicaments. Ce qui a été juste qui m'a mené à ma deuxième dépression, dans le fond. Mais sauf cette fois-là, je voulais pas me l'avouer, je voulais le combattre. Puis la manière de combattre que j'ai trouvée, c'est de boire. Ouais. J'avais commencé à... je buvais de la bière, tout ça, socialement, tout ça, mais pour aller me coucher, tout ça, ben je pouvais cacher des bouteilles puis, de fort, puis avant d'aller me coucher, je pouvais caler peut-être la moitié d'une bouteille, juste pour aller dormir, juste dans le fond pour me sentir différent de ce que je me sens en réalité. Puis ça a pris un matin que je m'en allais au travail avec ma blonde puis que j'ai éclaté dans l'auto. J'ai éclaté en sanglots dans l'auto. J'avais tellement mal, j'étais tellement pas bien en dedans de moi que ça a éclaté. J'ai eu, encore là, j'ai retourné voir mon médecin, il m'a mis en arrêt de travail. Puis là, il m'a dit, il faut t'aller faire il dit, je t'ai prescrit des médicaments différents, tu n'auras pas d'effets secondaires, parce que ceux que j'avais, ils fonctionnaient, mais il y avait tellement d'effets secondaires. T'en manquais une dose, tu avais le corps à l'envers. Oh, ouais, hein? OK. De ça. C'était des médicaments assez puissants. Que là, j'y ai dit, prescris-moi quelque chose que j'aurais pas trop d'effets secondaires, puis je te promets que je vais aller faire une thérapie en même temps, tout ça. Puis c'est là que j'ai rencontré un psychologue que ça a tellement cliqué. Il m'a tellement aidé à réaliser des choses. Michel Pinard, il m'a suivi pendant presque 2 ans. Je ne sais pas comment je peux le remercier. Je vais mettre... Ben, tu peux le dire là. On a prophétisant. Merci, Michel Pinard. Puis la plus grosse réalisation qui m'a faite, c'est premièrement, je vais toujours avoir besoin des médicaments. C'est ma réalité maintenant. C'est ce qui va me garder à filer mieux. C'est pas juste une béquille, c'est vraiment... J'ai un post-traumatique avec les sessions. J'ai un post-traumatique. Ça va jamais partir. Puis ça, j'ai accepté de prendre des médicaments. Puis je fais avec maintenant. L'autre chose qui m'a fait réaliser, puis ça, c'est tellement niaiseux, mais j'avais tellement peur de ressembler à mon père, surtout quand j'ai eu des enfants, que, tu sais, j'ai dit, tu sais, je suis 50% à mon père, je ressemble, tout ça, ses photos, j'ai sa gestuelle, j'ai sa shape, tout ça. Il me dit Danick, il dit, t'es 50% de ta mère aussi. Tu sais, il dit, concentre-toi sur ce 50%-là. Fait que c'est aussi simple que ça. Puis juste ça, je suis comme, OK, oui, j'y ressemble physiquement, oui, j'ai sa gestuelle, j'ai son nom, mais maudit que je suis pas mal plus comme ma mère. En dedans de moi, je ne suis pas quelqu'un de violent. Je ne suis pas quelqu'un de violent, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je pense que je suis d'agréable compagnie en général. Je trouve que tu as même des yeux t'as même des yeux gentils, je trouve. Oui, c'est bon. Des yeux gentils d'un corps de lutteur, certes, mais des yeux gentils quand même. Mais c'est juste ça. C'est ce déclic-là que j'ai dit, ben oui. Fait que j'ai 50% de ma mère, c'est sur ce 50%-là que je me concentre. Oui, j'ai les gènes. Oui. Oui, j'ai sûrement la génétique aussi qui possiblement, pour avoir fait attention, que sûrement j'aurais développé une certaine forme, peut-être j'aurais tombé dans l'alcoolisme ou dans peu importe, mais j'ai décidé de ne pas faire ce choix-là. C'est pour ça que j'avais été consulté. Mais ça, je pense que c'est important. Puis, les auditeurs sont pas fous. Je pense qu'ils ont compris, mais j'ai envie d'encore plus mettre l'accent là-dessus. Tu t'en es remis,
parce que tu en as pris la décision avant tout. Oui. Parce qu'on ne peut pas le faire pour toi. Il faut que toi-même, tu prennes la décision de te remettre sur pied. Puis je trouve ça beau que tu aies réussi à le faire. Puis tu as l'air d'en être bien sorti aujourd'hui. Fait que, ouais, je suis pas mal fier de toi, mon Danick. Ah, merci. Mais c'est ça. Je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il faut prendre le temps, il faut se donner le temps. Puis, regarde, toi, ça a été des années. Tu vas rester pris que certaines séquelles. C'est triste, mais tu as appris à vivre avec. Mais tout ça peut prendre du temps. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut faire confiance à son rythme, à son propre rythme aussi. On ne peut pas le forcer. Mais avant tout, ça part de sa propre décision d'aller mieux puis de travailler sur soi. Je vais mettre l'accent là-dessus. Je trouve ça beau. Le temps, tu as vraiment raison dans le temps. Parce que moi, ça a pris 8 ans avant que je frappe mon mur. À 8 ans, à éviter, puis à faire comme si ça allait bien, puis te battre contre toi-même, dans le fond. Ouais. Je me battais contre moi-même. J'étais mon pire ennemi. J'enfouissais jusqu'à temps que j'ai atteint la limite. Mais c'est ça, 8 ans. Prenez le temps. Tout se règle avec le temps. C'est cliché, mais ça a pris 8 ans vraiment avant que je puisse commencer à me sentir mieux. Non, je pense que c'est pas cliché. Je pense que toute reconstruction prend son temps. Puis que ne jamais oublier que tout n'a qu'un temps. Il faut juste s'aider un peu. Qu'est-ce qui a aidé beaucoup là-dedans aussi, c'est que tu l'as mentionné avant que je change de sujet, là, mais ma mère a pris du mieux. Ses blessures physiquement ont guéri, comme encore aujourd'hui. Elle a encore les traces, oui, mais elle va beaucoup mieux. Je ne veux pas parler pour elle parce que ses blessures psychologiques ont duré longtemps. Elle était dans un moment où elle sentait qu'elle n'avait plus d'âme. Je ne veux pas trop parler pour elle parce que je veux pas mettre des mots dans sa bouche. Mais elle était hypothéquée aussi. Puis le fait qu'elle s'en sorte, qu'elle puisse... Il y a eu un long cheminement, là, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, là, parce que là, après, il y a eu 2 ans qui était assez difficile là, aussi. Là. Mais heureusement, là-dedans, 2 ans plus tard, elle a rencontré quelqu'un. Elle a refait sa vie avec. Ah, c'est cool, ça. Elle a eu 8 ans de bonheur avec lui. Il est rentré dans notre vie. Il était à l'opposé de mon père. Il a changé nos vies. Malheureusement, il est décédé de la leucémie l'été dernier. Ça a été un choc pour la famille. Ma mère n'avait pas besoin de ça parce qu'elle vivait le bonheur. Elle était heureuse. Elle avait trouvé son bonheur. Elle vivait sa vie comme elle a toujours voulu être. Avec un homme qui était à 1000 lieues de mon père, qui nous a fait du bien dans la famille. On avait besoin d'un gars comme lui dans notre famille. Puis le sort s'est acharné encore une fois sur nous. Puis il est décédé. On aurait pu tellement s'en passer parce qu'on aurait pris encore beaucoup d'années avec lui. on aurait eu besoin. C'est beau, ça. Ces 8 années-là dans notre famille, le changement qu'il nous a apporté, le réconfort qu'il a apporté autant à moi qu'à mon frère, ma soeur, ma mère, il a changé notre vie. J'aimerais ça. C'est quoi son nom? Robert. Robert, paix ton âme. Paix son âme à Robert. Non, il mérite. Une petite pensée à lui. Il mérite son ciel. Ça a été une belle étoile filante dans nos vies, ça. Ça a duré 8 ans, mais oui, c'est... Puis c'est important, ça. C'est beau que vous l'ayez vu. Parce que des étoiles filantes qui passent dans nos vies, comme tu dis, justement, des fois, ils passent comme des étoiles filantes, puis si on n'est pas attentif, ils passent trop vite, puis on les manque. Des fois, on va s'en rendre compte trop tard. Fait que c'est beau que vous l'ayez vu quand il était là, ça. Ouais. Moi, j'ai pas pleuré quand mon père est décédé. J'ai jamais pleuré sa mort. Mais, excusez, mais j'ai pleuré Robert en tabarnak. C'est correct, c'est beau, ça. C'est bien correct. Tu sais, des fois, on choisit ses amis, mais pas sa famille. Ouais. Hein? Fait que c'est bien correct, il n'y a pas de mal à ça. Mais d'ailleurs, il y a quelque chose que je me demande.
Si tu avais la chance, si tu avais l'opportunité, disons, de pouvoir parler avec ton père aujourd'hui, tu lui dirais quoi? J'ai fait pendant plusieurs années, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais j'ai fait souvent des rêves où ce que j'y parlais. OK? Que je rêvais qu'on était dans cette situation-là, où que ma mère était justement avec Robert, puis que lui arrivait, comme qu'il arrivait souvent de ces 4 jours sans le voir, là, puis qu'il essayait. Puis souvent dans mes rêves, j'avais des discussions que c'était pas beau. Comme je ne suis pas quelqu'un de violent, j'ai appris qu'une personne comme. Je peux pas vivre avec de la haine ou de la colère dans moi. Donc, c'est pour ça que pouvoir y parler, je pense que la seule chose que j'aurais à dire, c'est j'espère qu'il est heureux où ce qu'il est en ce moment. Mais j'aurais pas rien d'autre à dire. Je souhaiterais juste qu'il est bien. Est-ce que tu penses que c'est des... est-ce que tu penses qu'on aurait pu éviter ce drame-là? Connaissant ton père, son entourage, la famille, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire de différent? Puis là, je parle pas de regret, là. Tu étais jeune, là. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais est-ce que tu penses qu'on aurait pu prévenir ça? Je l'ai mentionné tantôt, mais la semaine dernière, je parlais avec ma conjointe que je faisais le testimonial, tout ça. Mm-hmm. Puis elle m'a dit, tu te rappelles-tu, Dan, à peu près 1 an, jour pour jour, avant, mettons en 2008, un décembre 2008, j'avais dit à Karina, j'ai peur que mon père tue ma mère un jour. J'y ai déjà dit ça, je ne m'en souvenais pas d'y avoir dit. Je pense que la tentative de meurtre aurait pu être évitée, mais il aurait fallu qu'il y ait quelque chose que mon père soit incarcéré ou qu'il soit ailleurs, mais il y a quelque chose qu'il faisait encore qui était tellement qu'il ne lâchait pas ma mère, il ne l'aurait jamais lâché. Il ne l'aurait jamais lâché, puis je pense qu'il voulait juste avoir le dernier mot, puis essayer de l'amener avec elle. Je pense pas que c'était rendu de l'amour, là. Je pense que c'était juste une... Je ne sais plus c'était quoi. Comme dit, je l'ai mentionné au début, je ne sais pas c'était quoi qui faisait qu'il revenait tout le temps et qu'il ne voulait juste pas abandonner cette relation-là. Mais peut-être que la tentative... C'est complexe, mais je pense que ça aurait pu si lui aurait allumé avant. Mm-hmm. Mais il y a une chose que je suis convaincu, par contre, on n'aurait jamais pu éviter le suicide, par exemple. Son suicide. Ça, c'était sa seule porte de sortie. Il n'y avait pas rien d'autre. Ça, je suis convaincu que c'était inévitable. Est-ce que... c'est sûr qu'on en a déjà parlé un petit peu, mais comment dire, en rétrospective, si on veut. Est-ce que tu crois que cet événement-là, outre les bobos, outre les blessures, est-ce que tu penses que cet événement-là a changé la personne que tu étais, que ce soit tes valeurs ou ta manière d'aborder la vie de tous les jours? Je dirais, ma vie a quand même été hypothéquée tôt. J'ai été appelé à devenir un adulte très rapidement. Ça, je pense, en rétrospective, c'est ce qui... J'ai pas eu une de marge de manœuvre de me tromper, de me péter à la gueule, de faire des gaffes. J'ai eu trop de gens qui dépendaient de moi très tôt dans ma vie. Ça m'a précipité vers, comme je disais, je travaillais au gouvernement, mais j'ai jamais voulu faire ça en réalité. J'étais là parce que c'est ce qui m'apportait la stabilité et la sécurité. Mm-hmm. Parce que ma vie était tellement instable que j'avais pas le choix de poursuivre là-dedans pour venir, pour avoir une stabilité à quelque part puis commencer à avoir un semblant de vie aussi. Ben ouais. Ça a été ça, mais je regrette de ne pas avoir eu pas un regret, mais le fait d'être adulte trop vite. Ouais. C'est pas... c'est déjà que j'aime rire de tout. J'aurais aimé ça pouvoir faire juste de me péter à la gueule, d'avoir plus d'histoires à raconter. J'en ai des histoires à raconter, mais... Au lieu de devoir gérer celle d'un autre. Ouais. Mais
le changement aussi, c'est que ça a développé un sens d'humour. J'ai un humour noir. Mais l'humour a tellement été important dans ma vie. C'est ce qui m'a fait passer à travers beaucoup de choses. L'humour puis la musique. Mais l'humour, ça m'a permis de rire de tout. Tu sais, on fait des jokes à la maison, tu sais, avec mon frère. On fait des jokes de ma mère, tu sais, dire qu'elle a des pinces, des mains de crabe ou des pelles mécaniques parce que ses doigts, ils bougent plus, tu sais. Vous n'êtes pas fin. Mais tu sais, j'ai pas de limite. Puis ça, j'ai pas de limite parce que, tu sais, pousser les limites ou aller à l'extérieur, dire des choses drôles, ça me réconforte, ça me fait rire, puis ça me fait du bien. Puis mon sens de l'humour, ouais, il s'est développé avec ça longtemps. Puis l'autre chose aussi, l'impact que ça a eu le plus perceptible, je peux dire, c'est que moi, avant, j'étais de nature anxieuse. Mm-hmm. J'avais souvent des maux de ventre ou j'étais stressé tout ça avant les plus jeunes. Puis... Mais avec ce qui m'est arrivé et la manière dont j'ai géré ça, maintenant, je suis d'un calme désarmant dans n'importe quelle situation. Ça doit. J'imagine, tu confirmeras ou pas, mais j'imagine que là, maintenant, tout le day-to-day, les tâches, ton travail, ça doit sembler tellement simple à traverser. Ouais, c'est ça. C'est comme, ben ouais, c'est ça que c'est. Puis, il n'y a plus rien qui m'énerve. Il n'y a plus rien qui me déstabilise dans ma vie depuis longtemps. En contrepartie, c'est que j'ai tellement vécu des émotions extrêmes que je pense que par réflexe, je suis plus capable de vivre des émotions normales, dans le sens que les moments heureux ou les moments sombres vont tout être la même chose pour moi. Tout le temps, tout le temps. Je peux pas être excité, je peux pas être fort, je suis tout le temps calme. Je vais vivre les mauvaises situations comme les bonnes situations de la même manière. Parce que c'est comme si j'ai tellement eu des émotions fortes, j'étais dans un extrême au niveau émotionnel qu'il n'y a plus rien comme j'ai creusé le trou du baril. Tu es allé tellement haut dans les extrêmes que là, la base, elle devient tellement tranquille. Non, c'est ça. Puis si c'est intéressant. Les gens vont venir me toucher, ben c'est les extrêmes. Quand mes filles sont nées, des choses comme ça. Quand Robert est décédé. Tu sais, là, on est dans l'extrême, puis je vais les vivre. Mais sinon, ça va. Puis je pense, en rétrospective, c'est ce qui m'a changé le plus. Puis avec ça, ben, une autre conséquence là-dedans, c'est, vu étant donné que je ne sens plus rien, pas que je ne sens plus rien, mais que j'ai des difficultés à vivre les moments de joie, c'est que j'ai pas le bonheur facile dans la vie. Mm-hmm. Je ne suis pas le genre de personne qui va être excité parce que j'ai une promotion. Je ne suis pas quelqu'un qui va être émerveillé par un paysage ou peu importe. J'ai pas ça. C'est pour ça que quand je ris, quand je fais des blagues pour me faire rire, tout ça, c'est ça qui me rend vivant. C'est de faire réagir, de me sentir, même si je suis le seul qui rit, là, ça arrive souvent là, que ma blonde est tannée de m'entendre, de faire des jokes, puis qui m'a dit qu'elle a dit que j'ai pas de bon sens, tout ça. Mais moi, ça me fait du bien de faire ça parce que je sens quelque chose à ce moment-là. Fait que c'est pour ça qu'encore là, je le répète, mais l'humour, ça a tellement été important pour moi que je pense que ça va continuer de l'être longtemps. C'est parfait. C'est parfait. Il n'y a pas de meilleur remède, je pense. Bien des affaires, pour beaucoup de mots de l'esprit, je dirais. Ouais. C'est cool. Ouais. Avant de terminer, avant les dernières petites questions que j'aimerais te poser, disons une grosse. J'aimerais te poser une dernière grande question. Mais je vais juste préciser aux auditeurs qui nous suivent encore, d'ailleurs, merci d'être toujours là. Si vous avez des questions pour Danick, après ma prochaine question, on va faire une petite séance de questions. On va prendre le temps de répondre. S'il y a quelque chose que vous voulez demander, n'hésitez pas. Écrivez-le dans le chat sur Facebook, puis on va essayer de répondre au mieux de nos connaissances. Ne posez pas des questions sans se m'orienter, là. Hein? Là, on pose des questions à Danick. Si vous avez des questions pour Danick, n'hésitez pas. Vous pouvez commencer à les écrire sur le chat. Je prends de l'avance considérant le délai du chat vidéo. Mais j'aimerais savoir,
Ben, deux choses, OK? Je suis toujours hésitant, mais il y a deux questions que j'aimerais te poser. Premièrement, est-ce qu'il y a... y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire aux auditeurs? Tu sais, disons que je te donne, mettons, le conclu. Mettons, je te dis conclu. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ton témoignage ce soir? Je pense que ce serait un mélange de Nietzsche et de Manson en même temps. Si je peux les mettre ensemble, c'est que ce qui ne nous tue pas va laisser des cicatrices. Dans le sens que ce soit des cicatrices psychologiques ou physiques, il y a des choses qu'on vit que ça va nous marquer. Puis, il faut juste faire avec. On ne peut pas les effacer. Il ne faut pas penser qu'on va mettre ça de côté et qu'on n'en parle plus et faire comme ça n'existe pas. C'est un peu pour ça la démarche que je fais, c'est que en parler avec des gens ou même à la limite publiquement comme je le fais, ça rend les choses réelles, puis c'est plus facile à gérer que faire comme si ça n'existait pas. Au début, ma conjointe, elle me disait, tu vas-tu mettre ton nom, tu vas t'identifier? Je suis comme oui, parce que c'est réel. C'est réel ce qui s'est passé, c'est réel ce que j'ai vécu. Puis le cacher, ça amenuise un peu la démarche que je fais parce que c'est la réalité. Je ne passerai pas comme à côté, puis je ne peux plus faire comme si ça n'a jamais existé. C'est ça que c'est. Puis avec ça, ça vient avec le fait d'avoir des actes comme ça. Oui, oui, ça laisse des traces, mais ça laisse des choix. Puis quand on est devant des choix, on a toujours le choix de réagir différemment à des situations comme ça. On prend les meilleures décisions ou les décisions les plus optimales selon les circonstances, mais c'est d'accepter les décisions qu'on a prises puis vivre avec les conséquences de nos choix aussi. J'aurais eu 1000 raisons de boire, de me consommer parce que j'ai vécu ça. J'aurais eu 1000 raisons d'abandonner. J'aurais eu 1000 raisons de ne pas être la personne que je suis aujourd'hui, mais j'ai décidé de prendre les choix. Ça aurait été trop facile pour moi de m'apitoyer sur mon sort parce que j'ai vécu ça. Si ma mère ne l'a pas fait, la première victime là-dedans, pourquoi je le ferais moi? Ma mère, je comprends. J'aurais pas été capable de le regarder dans les yeux et dire, toi, tu as vécu ça, mais moi, parce que j'ai été la personne ressource dans cette période-là, je suis pas capable de m'en remettre quand toi, aujourd'hui, tu es capable de t'en remettre, puis j'aurais pas été capable. J'aurais pas été capable de le décevoir comme ça. Je sais que j'aurais jamais déçu pareil, ma mère. J'aurais jamais dit ça, mais c'est ça. Mais je comprends ta réflexion quand même, là, c'est sûr. Puis c'est ça, puis je vais dire aux éditeurs, la résilience, on en a parlé, tu en as parlé dans ton intro, c'est une force insoupçonnée. C'est encaisser, mais ça forge ton caractère, ça te permet de passer au travers de tout. L'important, c'est de ne pas baisser les bras. Même à un genou par terre, tu vas être capable de te relever. Mais c'est juste qu'on ne sait pas quand tu vas avoir la chance de revenir sur tes deux pieds. Tout à fait. C'est comme le veut la tradition à Ars Moriendi. Je vais te poser ma dernière question, qui est toujours la même. Avec tout ça, là, avec ton bagage aujourd'hui, là, est-ce que tu as peur de la mort? J'ai jamais eu peur de la mort longtemps. J'ai toujours pensé que la mort, c'était beaucoup moins souffrant que la vie. C'est pour ça que, pas dire que j'étais prêt à mourir, mais oui, j'ai été longtemps prêt à mourir, que j'ai jamais eu peur de la mort. Mais depuis que j'ai des enfants, depuis que j'ai mes 2 filles, j'ai peur de la mort dans le sens qu'ils viennent m'enlever ce que j'ai de plus précieux au monde. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Mais ouais, je peux dire aujourd'hui, maintenant, oui, j'ai peur de la mort. Ouais. C'est cool. Ben, regarde, on passe tout par là. Hein? Danick, merci beaucoup. Merci tellement. Caroline, merci tellement pour ta générosité.
je vais être franc, il n'y a pas tellement de questions, mais je vais quand même te partager un ou deux petits commentaires pour remplacer les questions. On a Dave Duprat qui a posé une question qui demande à nous tous, est-ce qu'on arrive à lui faire un câlin? La réponse est malheureusement non. Hein? C'est ça, c'est les réseaux sociaux. Et regarde, je vais te lire Nathalie Marcil ici qui nous dit c'est pas une question, mais juste te dire merci. Merci de partager ton histoire. Une histoire dramatique, mais tellement humaine. Un gros câlin virtuel. Fait que Jean-Philippe Rousseau qui dit ça la même chose. Bref, ces commentaires-là qui ont été dits pendant tout le chat. Là, tout le monde est en train de te dire des gros merci et de t'envoyer du love. Fait que je vais tout sauvegarder ça, moi, cette conversation-là, pour que tu puisses le lire au moins. Tu n'auras pas manqué les beaux messages qui ont été partagés par les auditeurs. Mais merci beaucoup, Danick, d'avoir partagé ça avec nous. C'est pas des histoires faciles à raconter. Fait que quand tu m'as approché, je le savais que c'était une histoire de reconstruction parce que quand on est dedans, on n'est pas prêt à la raconter. Fait que déjà, avant même de te parler, j'avais hâte d'entendre ton histoire à cause de ça. Pour que tu m'offres ton histoire, c'est parce qu'il y a une belle histoire de résilience derrière, puis j'avais très hâte de l'entendre. Puis aussi, je dois avouer que, je l'ai mentionné, mais tu m'as mis en confiance rapidement. Même si on s'était juste écrit longtemps, mais je savais que je ne m'attendais pas à rien de moins. Juste la manière que tu fais ton travail, comme je dis, je suis un fan du podcast, de la manière que tu fais ton travail. Puis les autres endroits, je t'ai écouté dans d'autres podcasts aussi, je t'ai suivi un peu. J'avais confiance, puis j'étais prêt à le faire. Comme je dis, je ne l'aurais pas fait avec n'importe qui. Puis la manière de t'approcher Ars Moriendi lors de la mort, ça m'a mis en confiance. Puis c'est moi qui te remercie. Pour ton travail, comme je te dis, c'est tes histoires de touche puis la manière que tu traites de sujet. Toi aussi, tu es très transparent dans tes messages aussi. Mais je ne l'aurais pas fait avec personne d'autre. Ah ben, je l'ai déjà dit, je le répète. Merci beaucoup, Danick. Je suis très flatté. Comme tout le monde dans nos auditeurs, on te remercie 1000 fois. Je prends une seconde pour lever mon chapeau à ta mère, Robert, ton frère, ta sœur et tous ceux dans ton entourage. Ah, Michel. Mon conjoint. Michel, ben oui, tout ça, ben oui, ta copine, mon Dieu, ta copine qui a donné tellement de temps et de love, puis qui s'est accrochée parce que, Chris, elle t'aimait-tu, tu penses? Fait que, tu sais, je trouve ça magnifique, le bel entourage que tu as, puis la force de tout le monde autour de toi. Pour vrai, je lève à tout le monde mon chapeau. Je vous envoie plein de love. Je fais des gros câlins. Puis merci 1000 fois, Danick, encore une fois. Un plaisir. Merci. Merci à chacun de vous d'avoir été là avec nous, chers auditeurs. Merci beaucoup. Pour l'instant, il y a 2-3 entrevues comme ça de cédulés. On va être de retour mercredi prochain. À moins qu'il y ait changement pour l'instant, mercredi prochain, ce sera à 21h au lieu de 20h. Mais bon, on va essayer de continuer de vous donner un peu de contenu comme ça pour vous divertir et vous faire réfléchir malgré le confinement. Encore merci, Danick. Merci, chers auditeurs. Bonne soirée.